Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment au chaud, l'émission qui regarde des e-films sur une e-banquette en mangeant du e-popcorn. Salut Thierry. Salut Thomas. Avec nous ce soir l'équipe de Claque, comme toutes les semaines. Sa vie ressemble à une télé-réalité mais sans les bikinis ni les dramas, donc en fait c'est la vraie vie. Salut Yassa. Youhou. Pour fuir les comédies françaises, il a aménagé dans le joyeux petit village de Bridgend, au Pays de Galles. Hélas pour lui, il a découvert que c'est là qu'on les écrivait, d'où le taux de suicide. Salut Marwan. Salut. Ah, c'était compliqué, hein. Oh là là, quel piège. Dans cette émission sur le e-cinéma, nous recevons de magnifiques e-invités, ou des invités, mais c'est une blague écrite en fait, donc ça marche pas bien. Enfin bon, bref. Quand on parle du film A Taxi Driver, elle répond You Talking Kimchi. C'est Lexine de Gombe. Comment ça va? Coucou, ça va. Et vous? Super, super. Moi, je valide absolument pas cette blague. Tu valides pas cette blague? Ah non. You Talking Kimchi, moi j'adore. Laissez Robert tranquille. Hashtag. Prof le jour, critique le soir. Avec le confinement, sa vie se résume à du e-cinéma et à l'école. Salut Jude Melon. Salut Thomas, salut. Il est fort, il est en forme. C'est très intéressant en tout cas. Voilà. Oh non, tu vas pas l'aider, hein. Je renchéris. Ne m'encouragez pas. Je ne sortirai pas vivante de cet épisode. Oh mon dieu. C'est la 7e semaine de confinement. Voilà, vous voyez que ça nous tape un peu sur Ça le se système. Ouais, Déjà ça se sent. Ouais. Pour les archives, on est en train d'attendre si notre département sera vert ou rouge. Voilà, pour se repérer à peu près. Autant dire que le 11 mai, on va pas sortir tout de suite. Comment ça se passe chez vous, le confinement? Est-ce que le moral est bon, chers invités? Jus, par exemple. Oui, ça va. On s'occupe, on donne des cours en ligne, on regarde des films, c'est déjà ça. Il y a pire dans la vie, finalement. Ah, bah oui, ça c'est sûr qu'on a connu pire. Lexine? Moi je suis infirmière donc je suis pas très confinée donc ça va. Je sors. Comment ça se passe, toi, sur le terrain, du coup? On a une aile Covid, mais pour l'instant ça va. On est dans une région pas trop touchée et on a à peu près bien anticipé certaines choses, même si, comme tout le monde, on est en déche de matériel. Ouais. T'es dans quelle région? Limousin, Nouvelle-Aquitaine. D'accord, ok. Et le reste de l'équipe, ça va? Vous tenez encore le coup? Vous avez pas mangé votre écran? Tout va bien? Ah, moi je me suis transformée en vampire, je vis la nuit et je dors la journée, donc mon cycle de sommeil est complètement inversé, et ça me va très bien. Pour le coup, moi, je me suis reconverti, et je suis devenu analyste de films de comédie avec Christian Clavier. Et Dur. je passe mes journées à les voir et puis à les analyser, à les juger. Et est-ce Ça que va. c'est ok ou pas? Jour, nuit. Thierry, nous avons créé un monstre. Moi, j'étais pas pour. Hein. Toi, mais si, vas-y, bisute-le, amène-le voir Merveille à Montfermeil. Il aurait pu se transformer en Jeanne Balibar. Non, il a préféré Christian Clavier. Il est allé direct à l'extrême. Je crois que c'était le déclic, tu vois, à ce moment-là. Quand on allait voir Merveille à Montfermeil, j'ai vrillé. T'as réalisé que c'était là ta destinée. C'est ça. Bon, quant à vous, chers auditeurs, j'espère que vous n'avez pas vrillé et que vous ne vous faites pas l'intégrale de Christian Clavier, j'espère. Que vous n'en êtes pas arrivé à de tels extrêmes. De toute façon, ceux qui arrivent à de tels extrêmes ont déjà coupé l'épisode parce qu'ils sont vexés. Ah, ça doit être ça. Ça va, c'est Alors, trop attendez personnel. encore 5 minutes, s'il vous plaît, parce qu'à 5 minutes, ça compte comme une écoute. Merci. Oh, le mec. C'est même pas sûr, ça dépend des comptages. Je Bon, sais bref. pas. T'as pas honte de dire des trucs comme ça. Bon. J'avais. Bon bref, si on fait l'émission, c'est aussi pour les auditeurs pour accompagner un peu dans le confinement. Donc on espère que ça vous aide un peu. On a reçu aussi des messages de remerciements sur Mubi. Hein. On avait des auditeurs heureux de découvrir la plateforme, donc ça sert à ça. On est assez contents. Cette semaine, pas de Christian Clavier, désolé. Oh non. On va pas trop faire de cinéma grand public. Nous ne parlerons pas non plus de Black Widow. Ne pleure pas Thierry, hein. Je sais que tu es fan de Scarlett Ah non, mais Johansson et de attends, Marvel. mais le SCU, moi, si je connais pas la suite, je vais perdre le fil, hein. Cette semaine, on parle de la plateforme française eCinema.com, disponible depuis fin 2017. Avec eCinema.com, une promesse simple, diffuser des films de qualité, exclusifs en France. Bien souvent des films primés ou nommés au festival qui ne trouvent pourtant pas de distributeur. Le slogan est accrocheur, 100% inédit, 100% exclusif, 100% cinéma. Voilà, et si on finit l'article, c'est dispo sur Apple TV, Chromecast, Google Play, Android, les télés, les ordinateurs, tout ce que vous voulez. Est-ce que vous connaissiez eCinema.com avant de préparer cette émission? Alors, moi, pas Commençons du pour tout, hein. Non. Julien connaissait pas, ouais. Non. D'accord. Marwan? Je connaissais, et le truc, c'est que, enfin, c'était il y a 2-3 ans, j'avais
passé un mois à découvrir un petit peu dans sa klaxon. Voilà, à découvrir un petit peu le truc. Et j'ai remarqué qu'en fait, ils ne renouvellent pas tant que ça leur catalogue. Il y a plusieurs films, celui avec Kitano ou celui sur le tueur en série Dahmer. Ils étaient déjà là il y a 2-3 ans. Donc je sais pas quand... J'allais en parler plus tard. C'est vrai qu'au départ, les films devaient être là 12 semaines et puis ça devait se tourner. Puis en fait, on revient 2 ans après et les films qui étaient au lancement sont toujours là. Oui, en effet. Après, il y a un nouveau film tous les vendredis, mais il se trouve que là, c'est des courts-métrages aussi. Donc c'est vrai que c'est pas très clair dans le mode de publication. C'est ça. Lexine, tu connaissais la plateforme ? Pas du tout. J'ai découvert cette plateforme quand vous m'avez proposé de venir ici. Donc j'ai hâte d'être à la fin de l'émission pour entendre les conclusions de chacun, savoir si ça vous a plu ou pas. Yassa, tu connaissais toi aussi ? Pas du tout, non plus. Mais franchement, j'aime... Enfin, les films qu'il y a dessus, il y en a pas mal qui me font de l'œil. Je me dis que c'est une bonne découverte pour moi quand même. Sympa. Thierry ? Alors moi je vais avoir l'air un peu con, mais de toute façon vous adorez ce genre de moment. C'est que en fait moi e-cinéma, l'appellation, je pensais que c'était la nouvelle appellation de la VOD. Donc quand tu me disais c'est disponible en e-cinéma, je me disais bon bah c'est disponible en cinéma internet quoi. Donc j'avais pas du tout capté que c'était une plateforme à part qui proposait ces métrages en fait. Alors c'est un peu la douille parce qu'effectivement c'est comme si ça se serait appelé cinéma.com, c'est un peu la même chose en fait, c'est un terme générique e-cinéma, on parle de e-cinéma en général. Et là oui, on précise bien, on est sur la plateforme qui s'appelle e-cinéma.com. Voilà, c'est pour ça que je vais insister peut-être dire .com souvent parce que le e-cinéma en général, quand on parle de e-cinéma, on parle de films qui sortent directement en SVOD en fait, ou en VOD. Donc voilà, mais donc du coup, au-delà de ça, je savais qu'il y avait, certains films que je cherchais sont dessus. Et du coup, c'est là que j'avais capté que j'en avais déjà parlé avec des gens qui m'avaient dit d'aller chercher là-dessus, mais j'avais pas forcément associé ça. Donc en soi, non, je connaissais pas tant que ça la plateforme, à part au moment où on a commencé à en parler entre nous, quoi. On en parlera peut-être sur le choix des films. Il y a beaucoup de films exclusivité aussi, première approche, beaucoup de films en exclu qui sont pas sortis chez nous, qui sortent directement en ligne, qui n'ont pas eu de distribution en salle et qui sont donc distribués directement en e-cinéma. Moi, je l'ai découvert comme ça, en fait. C'est comme ça que j'ai découvert ce site. Il y a pas mal de films qui m'intéressaient, notamment le Kitano, Outrage Coda, qui était à Venise il y a 2 ans, justement, et qui est sorti directement en e-cinéma. Je voyais la bande-annonce, je disais, je veux voir ce film, et je le cherchais, e-cinéma, d'accord, sur les VOD, donc sur cette plateforme-là. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, effectivement. Et de temps en temps, il y a des films qui m'intéressent et je découvre qu'ils étaient sur cette plateforme-là. Oui. Non, mais je te dis une connerie, en fait. Je suis désolé, je te dis une connerie puisque je viens de tilter, vu que tu parlais de Kitano, moi, je viens de tilter qu'il y avait aussi, il y a le dernier Hideo Nakata, Monsters, avec un Z. Et celui-là, j'en ai entendu parler il y a quand même pas mal de temps. Parce que sur On se fait un ciné, on nous a proposé un partenariat avec la plateforme et on nous avait proposé de le regarder directement, justement, et d'en écrire quelque chose avant qu'il soit disponible sur la plateforme. Donc ça date un peu, en fait. Mais tu vois, j'avais totalement désassocié ça d'e-cinéma, quoi. Ben oui, parce que e-cinéma, on a du mal à associer avec le site. Aussi un truc sur le choix des films, donc beaucoup de films primés ou nommés dans des festivals. Il faut préciser un truc que j'ai pas dit dans la présentation, c'est que les cofondateurs de cette plateforme sont Frédéric Ouzel, donc le président du studio Atlantis TV, donc grosse boîte de prod TV. On a Roland Coustas qui est un homme d'affaires et on a surtout Bruno Bard. Ce nom doit vous dire quelque chose parce que c'est le directeur du Festival du film américain de Deauville, du Festival du film policier de Bonn et du Festival du film fantastique de Gérard Armé. Bah vu qu'il y a pas mal de trucs sélectionnés à Bonn dedans, c'est pas étonnant. Voilà. Une réaction sur le truc? Non. Ouais. Je connaissais même pas le nom du directeur du festoche alors que j'y suis déjà allé. Ça explique qu'il y a beaucoup de films sélectionnés en festoche. Mais alors après, c'est vrai que ça fait un peu bizarre aussi de voir quelqu'un qui fait du festoche et qui place ses films dans la plateforme ou l'inverse. Je sais pas trop. C'est assez curieux comme. Ça lui permet d'avoir peut-être des réductions sur l'achat des droits ou ce genre de choses. Donc en soi, ça lui permet aussi de les proposer. C'est pas une démarche pire qu'une autre. Hein. Non, c'est pas une démarche pire qu'une autre, mais je me demande ce qu'on aurait dit si le directeur artistique de Netflix bossait au Festival de Cannes ou de Venise. Il proposerait sûrement des meilleures exclusivités. Peut-être. Mais justement, ces exclusivités sont-elles bonnes ? On va voir ça. On a sélectionné des films, on a pioché, on a regardé les catégories. Donc il y a 3 classements principaux. En plus des sélections à part thématique, il y a 3 catégories de films, entre guillemets.
Il y a les comédies, les drames et les thrillers sur cette plateforme. C'est comme ça que ça a été classé. Voilà, j'entends déjà rire. Ne rigolez pas tout de suite. Donc on a pioché, on a pris un film dans chacune de ces catégories pour le choix de la journée. On parlera de Taxi Driver avec Song Kang-ho pour la comédie. Nous continuerons avec Bridgen du danois JP Rond, j'espère que je le prononce bien, pour le drame. Et pour finir, nous tremblerons avec le film australien Scare Campaign. Ça commence tout de suite. 手間ようにあかんな。네, 5천원만 받을게. 됐지? 뭐 묵시다. 자, 3천원만 받아. 에이! 10만원? 도하군과 하루에 택시비를 10만원이나 준대? 에이, 나이스 미쳐. 렛츠고, 광주. 어? 타. 광주 가는 새길 같은 건 없습니까? 거기가 어딥니까? Taxi Driver de Jang-hoon Takeshi Wonjusa avec Song Kang-ho, l'acteur qu'on connaît vraiment, enfin qu'on connaît chez nous surtout grâce à Parasite, mais pas seulement. L'histoire d'un chauffeur de taxi, tiens donc ça c'est curieux, en 1980, qui doit amener un client étranger, un journaliste allemand pour être plus précis, dans la ville de Gwangju, où il se passerait des événements un peu troubles. On n'a pas trop d'infos là-dessus, on sait juste qu'on est sous la dictature militaire et que la population, voilà, elle manifeste, elle fait des klaxons, c'est ce que j'entends. Donc on est en 1980 sous la dictature militaire, les mouvements pro-démocratie manifestent contre le régime, et notamment durant les événements de Gwangju qui sont particuliers, parce que ça a été carrément un état de guerre civile. À l'époque, c'est un événement marquant de l'histoire du pays qui est assez méconnu par chez nous. On en avait parlé, Thierry, je sais pas si tu te souviens, ouais, à propos d'un documentaire pendant le festival du film coréen. Et on en a même parlé l'année dernière, puisque la dictature militaire se termine 7 ans plus tard, et on a déjà vu un film aussi sur le sujet. C'est ça. Les films en question, c'était 1987, When the Day Comes, qui raconte la fin, entre guillemets, la résistance qui s'installait dans le pays. Et le documentaire en question, c'était Kim Gun. Voilà, c'est pour les refs. Si vous vous intéressez un peu plus au sujet, je vous conseille, nous vous conseillons, je pense que Thierry, tu t'associes à moi, sur ces deux œuvres. Oh, je m'associe carrément, sujet passionnant. Un film classé dans les comédies. C'est vrai que ça, c'est léger les 10-20 premières minutes, mais après ça s'alourdit vraiment parce que on est dans une situation de manifestation de guerre civile avec des militaires qui tirent sur la foule, il y a des morts et des blessés, et plus on avance dans le film, et moins on rigole. C'est tellement ça, mais ouais, la personne, ce qu'on s'est dit, hein, la personne qui a classé ça en comédie, et qui a écrit un synopsis limite comique, elle a vu que les 20 premières minutes où elle a juste regardé l'affiche parce qu'il y a son Kang-ho qui sourit, quoi. Ouais. C'est compliqué. C'est sûr. Oh, c'est absurde. Et je m'attendais pas à ça, quoi. Enfin, surtout que moi, j'étais hilar pendant les 20 premières minutes. Vraiment, je me marrais, parce que j'étais là en mode, c'est une comédie, je me laisse porter. Chaque fois qu'il y avait une blague, je me marrais comme un con. Et puis, vraiment, je me suis pris un retour dans la gueule. C'était violent. Un retour violent, hein. Lexine, ça t'a fait le même effet, toi aussi? Alors, j'ai vu le synopsis avant de regarder et j'étais là, comment on peut faire une comédie sur le massacre d'une ville? J'étais un peu troublée. Et finalement, non, c'était juste une erreur de classement. C'est vrai que heureusement, parce que faire une comédie, ou alors faut vraiment bien la faire, hein, mais c'est vrai que faire une comédie sur ce genre de sujet, c'est casse-gueule. Le cinéma coréen est connu pour le mélange des genres. Ouais. Là, il y a 3 genres en plus distincts. Bon, ça, on va y venir parce que sinon on va trop développer. Mais c'est vrai que à la limite, moi, tu disais qu'on connaissait pas trop le contexte. En fait, le contexte concrètement, parce que j'ai écrit sur le film, donc j'ai cherché un petit peu, c'est que juste après, donc la prise du pouvoir par un coup d'État qui était de l'année précédente, en fait, à Séoul, ils sont en état de siège. Donc ce qu'on voit, c'est des manifestations contre l'état de siège qui sont potentiellement, alors moins violentes qu'à Gwangju, mais qui sont violentes aussi. Et en fait, l'état comique, entre grands guillemets, dans lequel on le met, c'est pour générer le décalage par rapport au personnage de Song Kang-ho. Il suffit qu'il a des emmerdes, avec le paiement de son loyer, le fait qu'il est hyper laxiste avec ses clients, donc du coup le mec il génère pas de revenus. Il est à la masse, il se rend pas compte qu'il y a un état de siège, il se rend pas compte qu'il y a des manifs, le mec il est juste en mode « Ah merde, il y a des détours ». Et ça oui en effet, ça crée un décalage comique. Et c'est vrai qu'avant qu'on aille dans la ville de Gwangju, on se dit ça va rester léger sur un mec qui doit emmener son client là-bas et qui a juste pas envie d'y aller et qui va essayer de magouiller pour récupérer sa thune avant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que le personnage se rend compte de la situation de son pays, on tombe dans le drame, quoi. Exactement. Jus, un avis sur ce film? Alors, ce qui est extraordinaire dans ce film, c'est que il te prend, comme l'a dit Thierry, hein, il te prend complètement
contre-courant. Tu es en mode feel good au début, tu rigoles, tu chantes tu l'écoutes chanter dans son taxi et tout. Et plus ça va, plus tu rentres dans un drame. Et je pense que c'est un petit peu volontaire aussi. C'est pour nous mettre un petit peu, nous spectateurs, du point de vue du personnage principal qui se rend pas compte des choses. Nous, on est au début, on se rend pas compte des choses non plus. Et du coup, on prend on va dire, la critique sociale et le témoignage historique de la Corée en plein dans la figure. Et je trouve ça assez brillant d'ailleurs de la part du réalisateur. Et on peut le dire, Song Kang-ho, il est extraordinaire dans ce film. Ah oui, non mais ça on va le dire plusieurs fois même. C'est un acteur qui est toujours extraordinaire dans tous les rôles qu'il a joué. Et là, je me demande même si c'est pas un de ses meilleurs rôles en fait, parce que il est. Tous ses rôles sont ses meilleurs rôles. C'est super compliqué avec lui, c'est fou. Hein. Et puis il est super touchant aussi, parce qu'on le voit avec sa fille au début. On sait qu'il fait ça quand même pour elle. Après, bon, dans le film plus tard, on comprend qu'aussi il fait tout pour elle, quoi. Alors il pourrait passer pour quelqu'un de vénal par rapport à d'autres personnes qu'il va croiser, mais en fait, on sent que c'est quelqu'un de profondément humain, quoi. Donc, mais comme tu le dis, il se rend pas compte de la situation, et c'est en ouvrant les yeux sur la situation de son propre pays qu'il se rend compte qu'il est aussi dans cette situation à cause de ça. Donc il commence à comprendre aussi pourquoi il en est là. Mais c'est là que le décalage des genres est assez intéressant et assez fou, parce que justement la première réaction qu'il a quand il se rend compte qu'à Gwangju, bon, au-delà du fait qu'il ait vu des militaires tout autour et que même là il réalise pas, mais c'est qu'une fois qu'il voit à l'hôpital les gens qui commencent ça commence à partir en couille, il y a des gens par terre, il y a pas des gens dans les lits parce qu'ils ont pas de lit d'hôpitaux, un peu comme chez nous, tiens. Et qu'il réalise que là il y a un problème, la première chose qu'il fait, c'est essayer de se casser. Moi, j'ai vu aussi ça, c'est pour nous, spectateurs, tu te dis, attends, dans quel genre de film je suis? J'ai pas envie de voir ça, moi. Et c'était aussi une façon de te dire, non, bah, finalement, tu vas y retourner. Quand il revient en arrière, c'est une façon de dire, bah, on va vous montrer quelque chose, en fait, et vous allez y aller de plein front, quoi. Et à partir de là, t'as plus de retour en arrière, quoi. Et j'ai l'impression que c'est vraiment aussi l'apanage des films coréens de mélanger plusieurs genres, comme ça. C'est un cinéma qui... c'est la marque de fabrique, quoi, clairement. C'est clair. Et là, on est en plein dedans, quoi. D'ailleurs, parfois, on aurait pu croire que ça aurait été du Bong Joon-ho, mais non, c'est autre chose aussi. C'est intéressant. Lexine, comment t'as trouvé ce film? Ce film est absolument génial. Enfin, de mon point de vue, j'ai trouvé ça très bien. Tout est très bien amené. Et un truc qui m'a marqué avec... alors déjà, c'est le casting qui est complètement fou. Avec un acteur... Thomas Kretschmann qui était dans Le Pianiste et tout, enfin c'est incroyable, enfin ce casting est fou. Qui joue le journaliste, hein, oui. Il joue Jürgen Hitzpeter, et franchement ce qui est fou, c'est que dès le début on le montre quand même comme quelqu'un d'attentionné et tout, c'est rigolo, mais on dit toujours que les pères ils savent pas coiffer, habiller leurs enfants, et dès le début on le voit qu'il fait un petit nœud pour sa fille, le nœud parfait. Oui. Donc ça se voit que déjà, quand il s'agit de sa fille, il rigole pas. Et on le voit évoluer, on voit le journaliste évoluer, on voit tout évoluer, et tout est très bien amené, et franchement ça m'a captivé pendant les 2h20 du film, quoi. Oui, moi c'est vrai que je te rejoins aussi sur la direction d'acteurs. Alors la direction des acteurs coréens est parfaite, est excellente, mais même l'acteur allemand, parce que souvent ça pêche ici, comme l'acteur allemand va parler anglais tout le film, souvent le réal s'en occupe pas ou comprend pas et il dirige pas trop l'acteur étranger parce qu'il maîtrise pas. Et là, je l'ai trouvé excellent pendant tout le film, même à la fin quand il est complètement sonné par ce qu'il a vu. Je suis sonné avec lui, quoi. Mais je pense que cette attention aux détails, justement, de faire attention à ce que même l'acteur étranger véhicule quelque chose, ça se retrouve dans une scène qui résume absolument parfaitement le film pour moi. C'est la scène où le chauffeur de taxi est absolument anéanti par ce qui se passe à un moment donné, et il commence à lui raconter un petit peu l'histoire de sa vie. Le journaliste ne comprend absolument rien, et pourtant c'est fou ce qu'on voit de l'émotion dans ses yeux. Ouais. C'est absolument, c'est vraiment prenant. Je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour moi du film. Et je pense qu'il sent surtout le moment où le gars a besoin de lui parler et qui se dit c'est pas important que je comprenne ce qu'il est en train de me dire. Ce qui est important, c'est qu'il est en train de se créer quelque chose entre nous, en fait. Ouais. Qu'il l'écoute, quoi. Marwan? Ouais, pour le coup, moi aussi, j'ai été assez, j'ai versé ma petite larme. Mais j'étais assez ému par ta manière de raconter. Donc cette idée de l'entreprise du film de nous attraper, de vraiment créer une rencontre entre l'histoire et ses personnages qui finalement n'ont rien à voir, n'ont rien en commun. Là, on dirait une comédie française, mais non, ce n'est pas le cas. Mais et c'est pas Christian Clavier. C'est ça. Et non, vraiment, j'ai été assez surpris et puis fasciné par cette manière, cette justesse. Même le personnage qui joue l'antagoniste, le
on va dire le militaire en civil, même si ces personnages-là sont effrayants. Ah oui. Et en même temps, c'est pas forcément, ils jouent pas trop de cette figure-là non plus. C'est pas ce côté où c'est le gros méchant et puis c'est tout. Il y a quand même ce côté où on doit se débarrasser des communistes. Il y a une sorte de haine qui vient d'une histoire encore plus profonde par rapport à la Corée du Nord, par rapport à tout ça, par rapport aux deux Corées, par rapport aux guerres et tout. Et non, c'est génial, vraiment, oui. Mais surtout que les gars, le coup d'État a eu lieu 1 an avant à peine, donc ils sont encore dans leur tête, c'est encore des idéalistes, les gars. Ils sont là pour sauver le pays et ils sont persuadés du bien fondé de ce qu'ils font. C'est pour ça qu'ils y vont avec autant de violence. C'est un film qui choisit sa thèse sur la version de l'histoire. Alors après, bon, je pense que c'est celle qui est peut-être le plus généralement. Je sais pas où ça en est en Corée, mais c'est vrai que par exemple, là, on est vraiment sur une dictature militaire très très stricte, prête à tout justement pour lutter contre le communisme, ou alors sous couvert de la lutte contre le communisme, même à tirer sur la foule. Et on présente les manifestants comme de gentils étudiants qui conduisent des camions, qui transportent les blessés, qui vont juste manifester avec des pancartes. Dans le doc qu'on avait vu en question, c'était plus violent que ça. Parce que alors certes, il y a eu des tirs sur la foule, donc ça évidemment, le nombre de victimes civiles est hallucinant et ça c'est terrible. Cela dit, il y avait des étudiants alors justement, c'est là que les défenseurs entre guillemets des militaires soulèvent la question, c'est que il y a eu c'est un état de guerre civile, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont réussi à piquer des armes aux militaires et donc on voit sur les photos, d'ailleurs c'est le sujet du documentaire Kim Gon justement, où on voit un manifestant avec une mitrailleuse lourde. Donc ça déconnait pas, c'était vraiment c'était sanglant quoi. Après je pense qu'il y avait quand même un souci populaire et ça s'est compris lors de la sortie, car au 2e jour j'ai pu voir que il dépassait déjà le million d'entrées. Il a fait 12 millions d'entrées en Corée. C'est fou, hein. Ouais, c'était un gros succès, je crois le 2e plus gros de l'année. Et c'est quelque chose qui est tellement ancré dans l'histoire et en même temps, il y a un acteur qui est très connu et il y a un traitement qui est très intéressant, mais en même temps qui est peut-être un peu trop gentil. Mais presque. C'est j'ai envie de dire à la fin à la fin j'étais en larmes, je ressemblais plus à rien, et ça ne m'a pas plus étonné que ça, parce que même si ça avait commencé comme une comédie avec quelque chose de léger, les Coréens ont tout de même cette capacité de faire chialer. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. J'ai vu plusieurs films de guerre, de séries même également aussi, qui racontent une histoire comme ça. Que ce soit dans la hargne de entre guillemets l'oppresseur qui vient foutre le bordel, et les gens qui se défendent, et à la fois les histoires tragiques qui s'entremêlent avec la grande histoire, ils ont le chic quand même pour arriver à me tirer la petite larme à chaque fois, quoi. Et moi, du coup, ça, franchement, j'étais limite blasée de me dire bon, ben d'accord, voilà, je pleure encore, ok. Et il y a un enjeu qui est terrible, qui est très fort. C'est vrai que ça montre un peu l'impact de l'image et l'importance de l'image. Le but, c'est juste que au début, on amène le journaliste et puis il faut sortir les films, en fait. Et c'est ça. C'est-à-dire que les mecs ne courent pas, les militaires ne courent pas après le journaliste. Ils courent à travers les pellicules. Oui, ce film, c'est un témoignage de l'histoire, de toute façon. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus important qu'on a très peu d'images, très peu d'archives de cet événement-là. Ah ben, ça parle du contrôle de l'info, c'est clair. C'est ça. Les mecs, c'était sous blocus. Le gars, c'est une histoire vraie. C'est ce journaliste-là qui a réussi à sortir les images et à montrer au monde entier ce qui se passait là. Les tirs sur la foule. C'est super important. Et la situation était très très confuse. On le voit dans les documentaires, les mecs 30 ans après, les gens se croisaient, ils connaissaient que leur prénom, ils savaient pas qui était qui. Même les témoignages sont flous sur ce qui s'est passé à ce moment-là, et c'est l'importance des traces de ce genre d'événement. Oui, puis c'est un film sur l'héroïsme aussi. On a quand même nos deux personnages principaux, ce sont des héros. À partir du moment en plus où t'as toute c'est là qu'il y a un 3e genre aussi qui se mêle, parce que ça passe de la comédie très brièvement au drame historique assez prononcé, et à partir du moment où les gars essayent de s'enfuir, de s'exfiltrer avec les images, et que toute la population de Gwangju, enfin, en tout cas, une partie de la population de Gwangju essaie de les aider, en prenant les taxis, en les aidant, ça parle dans le film de résistance, j'ai trouvé. Oui. Ça m'a fait penser à une petite armée des ombres et tout, et ça m'a fait penser à des films qu'on avait déjà vus, Thomas, au festival. J'ai pensé à The Edge of Shadows, j'ai pensé à Malmö, The Secret Mission, en un peu plus vénère, là, pour le coup. Avec un acteur en commun, d'ailleurs, et 1987 aussi, qui est dans le même style, aussi. Voilà. Mais c'est ça, et ça partait en film de résistant, quoi, carrément, en disant, ouais, on est aussi une forme de résistance, et du coup, ça part je trouve que ça allège un petit peu le truc, parce que ça part dans des scènes d'action qui sont un peu héroïques, et qui sont très mêlées de sacrifices, de plein de choses, de gros clichés, mais qui font du bien à voir, en fait, parce qu'ils les maîtrisent parfaitement, et du coup, t'as une 3e lecture, un 3e ton qui se mêle à tout ça, quoi.
Et tu peux même rajouter le buddy movie, le road movie. Oui, clairement. Et puis t'as même un passage un peu horrifique là quand il y a l'étudiant avec qui est là, enfin dans cet entrepôt, je sais plus trop où là. Non, mais c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de temps mort, en fait. Ah non. Et c'est vrai que moi, au début, j'avais un peu peur. Je vous avoue, quand le film commence avec sa petite comédie, sa petite musique, avec son Kang-ho qui bouge son volant n'importe comment sur l'autoroute, là, c'est du Jean-Marie Poiré au début. Alors, faut savoir qu'en Corée, et à Séoul particulièrement, mais en Corée, les taxis sont des machines tueuses. Oui. C'est extrêmement dangereux. Non, mais là, il est sur un pont, là, ça va tout droit, là. J'ai beaucoup rigolé. Quand il lui dit « Allez, plus vite » tout le temps, moi je suis là, mais non, ça n'arrive plus maintenant, on dit plus ça, un taxi, ça n'arrive plus. C'est ça, et au début j'avais très peur, et puis non, et derrière ça t'emporte, même si voilà, j'étais accroché sur cette fausse voiture et sur ces trucs-là, je me dis bon mince, qu'est-ce qu'on regarde? Puis on rentre petit à petit dans le bain, et ça change de température, c'est un peu comme la grenouille que tu mets dans l'eau chaude, enfin dans l'eau froide, et que tu chauffes progressivement. La pauvre. Non mais c'est-à-dire que et le film se transforme en prince à la fin. T'es emporté comme ça, l'air de rien, et on te retourne, on t'a fait voir plusieurs films, y a aucun temps mort, à la fin j'étais accroché, le film fait quand même plus de 2 heures, il fait 2h17 quand même le film. Ouais. Alors, tu vois pas le temps passer. Ça file, c'est incroyable. Et puis peut-être on est perdu comme les deux personnages sont perdus, ils parlent pas la même langue aussi, t'as ce côté de la communication qui est très drôle quand même, avec le chauffeur de taxi qui essaye de parler un anglais très rudimentaire. Ça aussi c'est assez drôle, mais en même temps tu comprends qu'ils vont devoir finir par se comprendre, ce qui est aussi l'enjeu du film. Et plus ça va, plus ils se comprennent et plus ils ont le même but à la fin. Donc ça marche super bien aussi. Après le petit défaut, le petit bémol que je peux donner, c'est là le traitement de la bande originale que je trouve assez un peu intéressante, et des fois qui sort toujours à peu près les archétypes du genre, que ce soit la musique la musique du début joyeuse et tout, ou celle un peu où t'as les violons qui suivent un peu l'action. Et ça, je trouve que ça m'a un peu parfois sorti du film, je vous l'avoue. Je me demande si c'était pas le même compositeur que Parasite d'ailleurs, j'ai cru reconnaître la musique. Mais... Je peux vérifier ça. On aurait pu avoir du Polnareff étant donné que leur chanson révolutionnaire reprenait une musique de Polnareff qui a tué grand-maman. Ah ouais? Ouais, la chanson de Dingue. Mai. Donc ça aurait pu sortir du film complètement, là, pour le coup, ça m'aurait... Ça aurait été cool. Ouais. C'est pas le même compositeur. Hein, ah bah voilà. Ouais, parce que je trouvais ça peu inspiré pour le coup. Maintenant j'imagine Song Kang-ho, les fesses à l'air avec des grosses lunettes et les cheveux frisés. Song Kang-ho, un biopic sur Polnareff, il le fait, il peut tout jouer. Avec Jean-Paul Rouve dans le rôle, non? Ouais, c'est vrai que c'est dommage pour Jean-Paul Rouve qui attend ça avec impatience, j'imagine. Ouais, c'est vrai. Ouais, il est occupé avec les tuches. Bah regarde Song Kang-ho dans les tuches, Jeff Tuche il te le fait hein. En plus on comprendra vraiment pas ce qu'il dit pour le coup. Mais quel acteur hein, quand même. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que là-dessus tu vois, ça me fait doucement rire en plus que ça s'appelle le Taxi Driver parce que moi Song Kang-ho c'est un de mes, si ce n'est des fois je me pose la question, mon acteur préféré. Et clairement à sa manière, c'est un De Niro coréen, voire même, il a même une palette, je trouve, dans la comédie encore plus riche. Mais c'est le genre de gars, à chaque rôle, on le voit dans un truc différent, c'est pour ça que je le compare à De Niro. Ces deux mecs-là, c'est des monstres, quoi, les gars, mais un rôle, c'est toujours différent, et il t'emporte, il sort une larme, toi t'es une fontaine. Il te fait un sourire, tu rayonnes. Enfin, c'est hallucinant, toutes les émotions que ce mec dégage. Et du coup, il te tient le film, et il te tient les tons, en fait, du film, à lui seul, quoi. Mais je me demandais s'il allait avoir une référence à Taxi Driver de Scorsese, du coup, avec le titre, mais pas spécialement. Pas du tout. Oui, c'est ça qui est surprenant pour nous occidentaux, on s'attend à ça et pas du tout. Ça dépend comment s'appelle le film là-bas. Ça s'appelle Chauffeur de taxi en... Chauffeur de taxi. Ah, bon, d'accord. Ok, Taxi Onjunsa. Taxi Wonjunsa. Onjunsa. Ouais. Bon, nous, on avait les taxis de la Marne, donc on attend un film. On en a eu De Gaulle il y a quelques semaines, déjà. Ah non, hein. Ouais, non. C'est non. Par contre, la scène avec tous les taxis à la fin, moi ça me faisait penser, c'est terrible, hein. Je suis en train de binge les Fast and Furious, et ces voitures, toutes ces voitures vertes, j'étais là, je sais pas, j'ai eu des émotions très mélangées. T'as pensé que Baboulinet allait apparaître en plein milieu de la scène? J'attendais Vin Diesel, et non. Pour la famille. Pour la famille. Pour le coup, là, c'est vraiment pour la famille, quoi, en plus. En buvant des bières Corona. Oui, que les bières, alors. Hein. Parce que Corona, on a donné, là. Des bières casses. Moi, j'aurais juste une petite critique vis-à-vis du film. Ouais. Qui m'a un petit peu gênée. C'est qu'il est beaucoup trop bien. Merci. C'est juste que quand le taxi arrive à Gwangju et qu'en fait il reste là un moment, donc il rencontre les étudiants, il voit bien qu'il y a des manifestations, etc. J'ai trouvé qu'il était
un petit peu trop, je le dirais en anglais, il était thick. C'est que vraiment, il arrivait pas à se rendre compte de ce qui se passait autour et qu'il y avait, c'était vraiment sérieux. Et même quand il repart à l'hôpital la première fois, il prend pas conscience de l'ampleur de la situation. Enfin, pardon, je vais prendre la défense de ce chauffeur de taxi, cet homme du peuple. Non, les manifestations sont souvent dans les milieux étudiants, les milieux éduqués et informés qui se rendent compte de la situation. Lui, on l'a dit au début du film, c'est un mec qui a le nez dans le volant, c'est le cas de le dire. Oui. Non mais il faut regarder le décor qui est autour. Je suis désolée, tous les magasins, tout est fermé, absolument tout. Il y a des tags partout, il y a des banderoles partout. On sent bien que c'est pas une ambiance logique. Oui, à Gwangju, à Séoul, il y a déjà beaucoup de manifestations et même là, ils réalisent pas. Donc c'est aussi une manière de montrer que le mec est aveugle. Et surtout quand il commence à réaliser la situation, quand il se rend compte qu'il y a un peu de violence, la première chose qu'il fait, c'est faire limite la morale aux étudiants parce que pour lui, c'est quoi ces jeunes qui déconnent et qui attirent l'armée. Il se rend pas vraiment compte qu'il y a tout ça. Non, mais c'est juste que j'aurais aimé qu'ils s'en rendent compte un petit peu avant, quoi, qu'ils se réveillent juste un peu avant, quoi. Mais sinon, voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Il y a aussi la propagande, bon, voilà, enfin, il y a plein de... On le voit à un moment, il y a une une de journal qui est complètement blanche, le journal de Gwangju qui est complètement censuré. Ah oui. Absolument. Lexine? En fait, aussi, moi, c'est qu'en fait, au début, ils le prennent tous pour un idiot aussi. Ils lui parlent pas trop, ils le regardent comme si c'était vraiment le dernier des pécores, et il est vachement dans le déni, je pense aussi, parce que c'est compliqué de se dire qu'il y a les parachutistes qui ont débarqué pour flinguer les étudiants, c'est complètement incroyable. Mais ouais, ils le prennent vraiment pour un idiot au début du film, et je trouve ça bien aussi que au fur et à mesure, ils commencent à accepter qu'en fait, il est juste humain et à l'intégrer aussi à leur lutte. Mais il y a une certaine forme de déni aussi parce que à un moment donné, il dit bien que, l'étudiant lui raconte ce que fait l'armée. Il lui dit mais moi j'ai fait mon service militaire et l'armée ne ferait jamais ça, tu vois. Enfin, il s'imagine pas que ça puisse aller aussi loin. Les amateurs d'évolution du personnage en auront pour leur argent. On va passer au prochain film, à moins que vous ayez une dernière chose à rajouter. Regardez ce film. Regardez ce voilà. film. C'est ça. Franchement, il y a plein de références historiques, c'est fou. Marwan? Le petit bémol, c'est que oui, il y a quelques facilités scénaristiques, mais on accepte tout parce que ça marche quand même, quoi. Bah, c'est un peu comme même les trucs que tu disais sur la musique. C'est vrai que moi, c'est ce que j'en dis, c'est qu'il y a un côté un petit peu exagéré dans les gimmicks. Et le côté, dès l'instant qu'on veut te faire ressentir de l'émotion, ils y vont, mais à 100 à l'heure. Et dans un film américain, ce serait ultra pâteau parce qu'ils sauraient pas le faire. Et je trouve que les Coréens, justement, maîtrisent totalement cet artifice-là. Alors certes, c'est très exagéré, mais ça fait tellement partie de leur cinéma et c'est tellement généreux qu'on l'accepte, en fait. Après cette comédie qui n'était pas vraiment une comédie, on va rester dans le drame. Do you know everyone who killed themselves? Most of them. Why do you think they did it? Keep ourselves to ourselves around here. And no one leaves town. Did you fucking tell him? Let's get out of here. Though they sink through the sea, they shall rise again. C'est pas Scare Campaign, non, c'est Bridgend. Oh putain. Du réalisateur danois Jeppe Rond, avec Anna Murray. Je pense que tu peux encore t'excuser pour le nom du réel. Jeppe Rond. En fait, c'est le Haut-Barré, c'est pas le premier. Non, pas de souci, mais je pense que, excusons-nous à chaque fois qu'on le cite, parce que le pauvre. Jeppe Rond, Jeppe Rond, voilà. Bon, bref. Réel danois, film donc avec Anna Murray, Josh O'Connor, Stephen Waddington. C'est l'histoire de la jeune Sarah qui retourne au village de Bridgend avec son père policier. Village de Bridgend, village du Pays de Galles, et non, c'est pas un village danois, qui connaît un fort taux de suicide chez les jeunes, mais terrible. C'est-à-dire qu'il y a une vague de suicides inexpliquée sur laquelle va enquêter le père de Sarah parmi les adolescents. C'est tiré de faits réels, c'est-à-dire qu'entre 2007 et 2013, on a compté 79 suicides d'ados. Oui. Ouais, quand même. Bon, c'est moins que les 1000 qui ont été massacrés à Gwangju, mais c'est quand même beaucoup quand c'est fait par soi-même. Alors, disons que à Gwangju, on sait pourquoi. Là, c'est-à-dire que l'enquête n'a aucune idée. Malgré ces enquêtes, la police ne sait pas. Ah, mais c'est la suite de l'heure de la sortie, en fait. Peut-être. Ça doit être ça. Mais sauf qu'il y a il y a un des deux qui est plus intéressant que l'autre. Mais justement, Jules Melon, t'as pensé quoi de ce film? Alors, le problème, c'est que le sujet de base est très intéressant. Il y a un mystère. Pourquoi il y a des jeunes qui se suicident, tout ça.
Sauf que le point de vue donc du réalisateur, c'est de nous faire un film nihiliste, dépressif sur la société, clairement, où on voit des jeunes qui n'en peuvent plus, on sait pas trop pourquoi, et il va pas beaucoup plus loin en fait ce film. Je trouve ça un peu dommage parce que il y avait quelque chose peut-être à creuser, et au final tu vois juste des gens déprimés entre eux, qui sont pas contents, donc qui font des bêtises, enfin voilà, il y en a qui se suicident, il y en a qui essayent de se rebeller contre les adultes. Mais je trouve que, je sais pas, j'ai un peu l'impression que ce film nous amène nulle part et qu'il y a une tonalité froide qui fait presque factice. Je sais pas, j'ai pas ressenti, je suis pas rentré dans le délire en fait. Donc, je vais pas dire que je me suis ennuyé pendant le film, mais pas loin quand même. C'est un petit peu du Nicolas Winding Refn en low cost, j'ai l'impression. Alors je dis pas ça parce qu'il est danois le réalisateur, mais un peu quand même. Le film se veut froid et dérangeant, mais au final il n'est que froid. Il m'a pas spécialement dérangé plus que ça. Alors il y a des beaux plans dans la nature et tout, mais bon, voilà. Lexine, toi aussi ça t'a dérangé ou pas plus que ça? Alors honnêtement, j'ai pas eu le temps de voir le film. J'ai juste vu le début. J'étais tellement. Le début, ça t'a. Non, ça m'a. J'étais tellement sur Taxi Driver, ça m'a tellement choquée. En fait, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder un drame et finir en PLS? J'ai pas fait mon travail scolaire jusqu'au bout. Je te comprends tellement. Non mais je comprends. Après Taxi Driver, je pense, ça se comprend. Tiens ça, tu as fait tes devoirs? J'ai fait mes devoirs. Pour une fois. Franchement, c'est un petit peu ce que disait Julien. C'est que l'histoire se veut assez détachée, mais il y a même pas un début, une once de justification, de compréhension même de ce qui arrive à ces adolescents. Et ils nous sont présentés comme des personnes dérangées que les adultes ne comprennent pas. Et en fait, c'est tellement présenté de manière clinique. Ouais. Franchement, ça m'a saoulée, quoi. Au bout de 20 minutes, déjà, j'en pouvais plus. J'ai quand même regardé le film jusqu'au bout. J'aurais aimé avoir des boutons d'avance rapide parce que ça m'aurait bien aidé. Mais franchement, c'est un film qui ne m'a absolument pas touchée. Et je pouvais pas m'empêcher de le comparer à Taxi Driver parce que je l'avais vu la veille. Et en fait, je me disais, mais ce sont toutes deux des histoires tragiques. Et il y en a une qui se passe à l'autre bout du monde, qui s'est passée il y a plusieurs décennies et qui m'a touchée beaucoup plus que ce que je suis en train de voir là. Alors que là, je voyais les adolescents, mais en fait, je m'en fichais presque de ce qui leur arrivait. Ils se suicidaient. Et puis moi, j'étais là, je suis désolée, hein, t'aurais peut-être pas dû, enfin voilà, je suis désolée pour vous les gars, mais bon voilà, ouais, ça ne me touchait pas, quoi. J'étais complètement extérieure à cette histoire. Et à aucun moment, et franchement, il y avait quelques jolis plans comme vous le disiez, mais à part ça, ça rattrape pas en fait, ça ne rattrape absolument pas la narration qui est d'une platitude monstrueuse. C'est totalement nihiliste. En fait, il y a aucun espoir et du coup, t'as même pas envie de creuser ce qui se passe, quoi. Pourtant, il y avait quelque chose d'intéressant à creuser plus profondément, c'est la détresse des jeunes britanniques. Oui, au Royaume-Uni, les jeunes, ils sont pas très heureux, c'est pas nouveau. Mais même pas, là, ça a l'air juste des gens paumés entre eux. Non, mais c'est ça, en fait. C'est exactement ça. C'est qu'ils nous sont présentés comme faisant un caprice, en fait. C'est limite ça. Et qu'il n'y a pas de réelle détresse derrière, alors qu'en fait, si des gens se prennent leur vie, c'est pas pour rien, c'est que vraiment ils souffrent. Et de se retrouver justement avec un traitement pareil, en fait, tu te dis, mais à la limite, presque, il aurait peut-être pas dû le faire, ce film, si c'est pour finir avec quelque chose comme ça, quoi. Notre ado tourmenté, Marwan. Bah, moi, j'ai vu que l'affiche, ça m'a suffi. Une analyse de l'affiche, Marwan. Bah, c'était bleu. Non, même pas. Non, j'ai pas eu le temps. Bah alors je me tourne vers notre ado rebelle alors du coup, Thierry. Bah moi je vais défendre un peu plus certains trucs et vous rejoindre sur d'autres. C'est que le manque de justification, moi ça me convient en fait dans ce genre de cadre. Ça me dérange pas de ne pas savoir quelle est la raison de leur malaise, pourquoi ils font ça, parce que eux le savent a priori, mais si c'est le résultat d'un désespoir, ils peuvent pas vraiment savoir, c'est un geste qu'ils finissent par faire, qui leur semble une logique selon eux, mais une logique que même eux ne peuvent pas s'expliquer, donc pourquoi pas. Et surtout si ça n'a pas été expliqué à ce moment-là, pourquoi est-ce que ce serait expliqué maintenant? Mais en fait c'est plus, ce qui est intéressant, c'est le parcours de la fille, qui va à la fois s'intéresser, à la fois être très éloignée de tout ça, parce qu'elle a quand même le rapport avec son père qui lui est censé enquêter sur
sur les vagues de suicide. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, elle se rapproche de tout ça et elle finit par avoir un déclic et comprendre elle-même. Et je pense qu'en fait, tout passe peut-être par la mise en scène aussi. Tout passe par probablement beaucoup de métaphores, beaucoup d'images que le réalisateur nous balance pour justement essayer de nous faire comprendre ce qu'elle comprend et que c'est par ce qu'elle voit plus que par ce qu'on lui a dit. Du coup, oui, faut observer et ressentir. Après, sur ce point-là, alors moi j'ai apprécié plus ou moins ça, mais oui en effet ça manque par contre énormément de choses, pas forcément de justification, mais ça manque peut-être de consistance, de sel et d'originalité aussi, parce que des films là-dessus, j'en ai déjà vu quelques-uns, j'ai blagué sur l'heure de la sortie, bon c'est pas le même sujet, mais au moins et pour le coup c'est très justifié, mais au moins le film a amené quelque part, là où là c'est vrai que il laisse dans cet état, la personne rejoint cet état, elle fait la même chose, bon voilà. Ouais, au moins l'heure de la sortie, ils tentent des trucs, ils se baladent, on suit un personnage, il se déroule des trucs là. Alors, je trouve que le thème est intéressant, effectivement. Il y a des idées aussi, il y a des idées visuelles. Par exemple, ces ados qui vont se baigner, ces corps nus qui flottent, qui sont tout pâles, qui sont déjà morts, en fait. Ces images très frappantes, je les trouve magnifiques. Je trouve que l'idée est très bonne. Bon, après, c'est pas toujours tout magnifique, parce qu'on est quand même au Pays de Galles, il fait sombre. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais je trouve que une fois qu'on a cette idée visuelle, à 10 minutes, un quart d'heure de film, il reste encore 1h30 à meubler derrière. Et j'ai du mal à m'impliquer avec ça. Je me retrouve face à un film d'ado lambda où elle va découvrir les jeunes, ils vont sortir, ils vont faire des trucs. Alors, il se trouve qu'il y a le suicide aussi, mais j'arrive pas à m'impliquer et à m'attacher à ces personnages alors que je devrais. Il n'y a pas d'évolution. Et ouais, c'est terrible. Il se passe des trucs pendant tout le film, c'est terrible, et je n'arrive pas à m'y attacher. Mais parce qu'on a le point de vue constant de Sarah, qui est d'ailleurs plutôt bien joué. Elle est plutôt bien jouée par Anna Murray, ça va. Mais... ouais. Je devrais être à fleur de peau parce que c'est ses potes qui ont son âge, qui sont en train de mourir. Elle-même, elle hésite elle-même, comme elle fait partie de ce groupe-là, vu qu'il y a une vague de suicide chez les jeunes, ça pourrait lui arriver. Je veux pas spoiler les films. On a l'impression qu'elle est paumée volontairement pour s'intégrer à ce groupe de paumés. Donc c'est très étrange. Je sais pas. C'est vraiment dommage. Ça n'accroche pas. C'est dommage. Et puis, je rejoins Thierry sur ce qu'il dit aussi, sur le fait qu'il n'y ait pas d'explication. Ça, encore, ça passe, mais il n'y a même pas une once de contexte, je trouve. Enfin, mais parce qu'il n'y en a pas, en fait. Les adultes sont très absents dans le film. C'est le piège de faire un film à partir justement de quelque chose dont on ne sait rien. Ouais. Et là où le réalisateur aurait pu, avec les scénaristes, aurait pu prendre le parti de justement imaginer quelque chose, peut-être qu'il n'a pas voulu, il n'a pas osé donner une explication, donner quelque chose, il a juste voulu quelque chose de... je vais pas dire documentaire parce que c'est pas le cas, je sais pas, il a voulu faire quelque chose de réaliste, donc il s'est pas mouillé sur les raisons de quoi que ce soit, et ça fait quelque chose de très flottant où il a pas grand chose à raconter en fait, à part cette jeunesse du Pays de Galles qu'on a vu avec... Après on le voit, on a les mecs qui gueulent et les filles qui dansent à côté, mais ce que je trouve vraiment maladroit et raté aussi, c'est que comme on assiste à tout ça du point de vue de Sarah, il y a aussi sa relation avec son père qui se délite au fur et à mesure, sauf que il y a pas vraiment, en fait on n'assiste pas aux moments clés qui viennent, qui nous montrent que la relation a pris un tournant. C'est ça, ouais. On a le film d'adolescent avec comme tous les films d'adolescents, les adultes c'est tous des cons. Ouais, et on a tout d'un coup le père qui devient un peu violent mais surprotecteur avec tout ce qui se passe, etc., ce qu'on peut comprendre, mais en même temps il la traite, il y a un peu de violence physique dans ses agissements, et elle en fait aussi qui lui tourne complètement le dos, ce qu'on pourrait comprendre étant une adolescente, mais on ne le montre pas. Et c'est là que repose le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui a pu déclencher parce ça. Parce qu'il enquête sur le truc, c'est tout. Je crois que c'est. Mais il y a des indices. Après, il y a des indices sur l'ambiance locale. À un moment, elle se balade, elle se fait percuter par des adultes qui marchent comme si elle n'existait pas. Donc ça laisse supposer que les ados sont pas considérés dans cette ville, mais c'est juste comme ça en fond. Et c'est des trames comme ça de trucs, mais il faut être attentif. C'est trop léger. C'est super léger, et par rapport à la platitude du reste, ça passe inaperçu. Mais c'est ça, c'est en fait le film est tellement plan-plan que quand ils essayent de faire passer des messages un petit peu subliminaux comme ça, tu les vois pas parce que t'es pas concentré, quoi. Tu penses juste à quand est-ce qu'il va se terminer ce putain de film, quand est-ce que je vais le finir. Mais il dure qu'1h35, il nous a paru bien plus long que Taxi. C'est vrai qu'il paraît plus long. 1h44, c'est marqué. Alors il y a souvent suivant les sources, c'est 1h35 ou 1h44. Oui, c'est ça, 1h44. Oui, je regarde sur Sens Critique, c'est 1h35. Ils sont trompés. Non, mais c'est ça. Peut-être qu'il y a eu un autre montage, je ne sais pas. Avec 9 minutes en moins, hein. Peut-être. Ou alors c'est le temps ressenti, peut-être. Je sais pas. Comme non, la météo. C'est 2h50 le temps ressenti. Hera parlait de la semaine dernière ou la semaine d'avant de Greg Araki. Si vous voulez voir des films sur des jeunes qui font pas forcément très bien,
lycéens qui sont dans l'introspection, c'est vachement bien. Bon, c'est plus popcorn, hein, mais ça parle de ce genre de sujet-là aussi, avec plus de panache, quoi. Mais je pense que c'est pour ça qu'Hera est pas là, que la vraie raison, c'est ça. C'est pas qu'elle est malade, c'est que, en fait, le film qui l'intéressait, c'était le film sur les ados, donc c'était celui-là, et qu'en fait, ça l'a déçue, et elle a fait Rage Quit. Je pense que c'est ça. Bon, un film qui a failli faire Rage Quit à certains de l'équipe, c'est le Thriller. C'est le film qui fait peur. Bouh. Oui, pas trop. I guess I'm not all the nooks and crannies. All the hiding spots. All the places you should never, ever go. Abs, you're on. No, I don't like this, Marcus. Scare Campaign, film australien de 2016, d'1h20, c'est un court-métrage de nos jours, des frères Kearns, un film d'horreur, un slasher, avec une émission de caméra cachée sur un mode horrifique. Ils font des blagues avec des morts-vivants et autres comme ça, mais menacés par une émission sur Internet, ils essaient de muscler leur jeu. Et les piégeurs vont se retrouver piégés, l'arroseur arrosé. C'est vieux comme le cinéma, comme principe. Avec du sang. Et beaucoup de sang. Et encore. Du vrai et du pas vrai. C'est assez sympa parce que ce film-là, je trouve, au moins, tu vois, il a rempli 2 catégories. Il a rempli la comédie qu'on n'a pas eue. Ouais. Et par contre, il était dans les drames aussi, parce que c'est un sacré drame pour le cinéma, celui-là. Ah, tu l'avais préparé, hein. Tu peux barrer. Toi, Thierry, t'as détesté, hein. non, mais clairement, c'était tellement nul. Faut pas lui donner tort. Il va y avoir débat, là. Oui, quelqu'un pour défendre ce film. Ah, ça suffit. Moi, je vais pas le descendre. Moi non plus. Non, il y a ça, c'était défendre. Toi, t'as entendu descendre, forcément, t'es enthousiaste, mais... C'est ça. Rassure-toi avec ça, Thierry. Dis-toi ça. Alors, il y a ça. Bah, en vrai, je suis pas du tout fan de slasher. C'est pas du tout un genre que j'apprécie. Attends, à quel moment c'est un slasher, ce truc? C'est pas du tout un slasher. Bon, attends. Tu me laisses parler, s'il te plaît? Bon, ok. J'aime bien les films, j'aime les films gore, mais j'aime pas quand ça fait trop peur. Voilà comment il y a ça, c'est Human Centipede tous les soirs. Je l'ai pas vu, Dieu merci. Bref. Et en fait, le truc, c'est que j'ai bien aimé l'histoire, l'intrigue, même si ça part un petit peu dans tous les sens, mais en fait, je me suis laissé porter par ça. Et il y avait pas suffisamment de jump scare pour que je me cache les yeux. Ce qui fait que je comprends que je savais qu'il y aurait beaucoup de gens qui n'allaient pas aimer parce que il fait pas suffisamment peur ou il s'élève pas au standard du genre, etc. Mais pour moi, ça a marché. Moi qui n'en consomme pas tant que ça a pas mal marché parce qu'en fait, il y a suffisamment d'hémoglobine sans que ce soit trop effrayant. Ah bah, du coup, ça a marché, c'est-à-dire, ça t'a fait peur ou t'as passé un bon moment, ça t'a fait rire? Ah non, c'est ce que, comme a dit Marwan, c'est divertissant, ça m'a pas fait peur. Pour moi, c'était bien. C'est ça, hein. Je n'aime pas avoir peur. Donc, pour moi, c'était un bon film. C'est un film divertissant, oui, c'est ça. Je pense qu'il a été conçu comme un petit délire régressif avec une petite réflexion aussi sur essayer d'attirer à tout prix les spectateurs. Donc, c'est assez moderne aussi. Bon, après, c'est vrai que ça tourne vite en rond, mais au moins, il y a des rebondissements. Bon, on voit tout venir. Dans tous les rebondissements, on voit tout très téléphoné. Voilà. Mais bon, au moins, il y a un côté fun. Je pense que c'est assumé. Je pense que ce film est assumé du côté fun. Mais j'ai bien aimé un petit peu cette introspection entre guillemets dans le monde de comment on prépare un petit peu des films, enfin comment on met en place l'horreur quoi, c'est-à-dire que, voilà tout le matériel qu'il faut, toute la préparation en amont qu'il doit y avoir, etc. Ça j'ai plutôt bien aimé en fait. C'était cool de voir l'envers du décor. En fait, c'est un peu un ne coupez pas mais mauvais. J'ai fait un peu la comparaison pendant le film. Oui, c'est vrai qu'il y a oui, non, c'est pas le même niveau en effet, oui. Non, mais divertissant quand même, tu vois, mais c'est pas bon, enfin, c'est pas inventif, tu vois. Enfin, il y a une sorte de patchwork. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en gros, il a pris un peu de saut, il a pris un peu de ça, il a pris un peu de slasher, il a pris un peu de tout, et c'était pas du tout inspiré, c'était pas du tout mesuré.
Il y a un peu de saut aussi. Et je pense que c'est en partie pour ça, moi, que j'ai pas pu. Alors en fait, si tu veux, il y a ça, je comprends ton point de vue dans le sens où tu as. Alors, je vais pas t'accuser de pas connaître quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas ton truc et que généralement ça t'attire pas. Donc en effet, si t'en regardes pas beaucoup, oui, tu peux peut-être trouver un effet original. J'ai quasiment pas de référence Genre, à part les sauts. Genre, t'as pas les meilleurs. Hein. Voilà. tu pars de très bas, tu m'étonnes. Non mais en fait, le souci c'est que je suis pas non plus un immense connaisseur, tu vois, mais j'ai vu quelques petits trucs qui m'ont plu, des trucs qui m'ont énervé. Et là, c'est affreux à quel point c'est ça. Et le problème, c'est que c'est quasiment dès le début. Dès le début, ils sont en train de faire leur petit canular. Alors ça, à la limite, c'était plutôt sympa. Le canular qui va vraiment jusqu'au bout du truc avant de dire à la personne, en fait, on est en train de t'avoir. Et surtout la personne qui le prend bien. Il se pisse dessus, il dit « Ah, je passe à la télé !» Le mec, il vient de se pisser dessus. Ah, mais c'est des Australiens, hein, c'est comme les Canadiens, tu sais. Alors, on ne fait pas de mal du Canadien qui nous écoute, on les salue d'ailleurs. Non, mais c'est ça, ils sont hyper gentils, donc ils prennent les choses hyper bien, c'est ça. Ah ouais, non mais attends, le mec, il vient à peine de se pisser dessus, il a peur et tout ça, et tout à coup, non, c'est pas qu'il le prend bien, c'est qu'il est content de passer à la télé. Donc, à la limite, j'étais là en mode, est-ce qu'il va y avoir une critique du rapport aux écrans, du rapport au sensationnalisme, au buzz et tout ça, et ça va vers ça au final, parce que il te montre la vidéo Snuff mes couilles là, en mode regarde, eux c'est en train de marcher et vous devez faire ça pour que ça marche. Et en plus quand ils montrent la vidéo et que le mec fait ah vous intéressez au Snuff, j'ai fait oh non ils vont faire un remake de Vidéodrome. Bon bah non ils ont pas de talent, donc bon ils le font pas. Mais après donc ça part dans la cabane dans les bois. Avec on te montre les coulisses des mecs qui regardent et qui ont les caméras et qui disent aux autres maintenant tu dis ça et maintenant tu fais ça. Donc c'est la cabane dans les bois, donc ça te désamorce absolument tout. Avant que ça se désamorce, quand tu vois le gars où tu penses que c'est un psychopathe et tout ça, et avant que ça se désamorce un petit peu, c'est plutôt intéressant sur le papier. Et après, à partir du moment où t'as les gars déguisés qui viennent là et que ça ressemble à American Nightmare, là j'en pouvais plus, là c'était horrible. Ça ressemble à rien, les mecs ne respectent rien de ce qu'ils annoncent. En plus là le film passe son temps à se contredire, il met en place des règles et après il les éclate sans justifier le fait qu'il les éclate. Et ça c'est une débilité affolante. Moi j'ai trouvé ce film débile en fait et c'est pour ça que j'ai pas pu m'y accrocher. Et le problème c'est que c'est téléphoné. Et en plus. Et oui Lexine. C'est qu'en fait en plus je vais dire fusil de Tchekhov mais c'est pas vrai parce que tout est remplaçable dans ce film, le film en lui-même l'est, mais c'est vraiment à chaque fois qu'ils mettent un truc on le revoit après. Oh tiens une caméra c'est la tienne, ah non c'est pas la mienne, ah donc les mecs masqués vont arriver, les ados adorent ce genre de truc, ah donc elle est dans le truc qui font le snuff. En fait à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose, peut-être que j'ai vu trop de films d'horreur parce que j'adore ça, mais à chaque fois qu'un personnage dit un truc, on dirait qu'il annonce la séquence suivante. Ils essaient de faire une histoire à tiroir, mais ça marche pas. Mais même le tout premier twist où on se rend compte que c'est pas la bonne personne qui est piégée. En fait, il y a un gros moment qui est où tu peux t'en rendre compte. Et d'ailleurs, je suis revenue en arrière pour m'assurer que j'avais bien vu ce que j'avais vu. La personne qui se présente pour être le gardien, Rohan, il mime avec la bouche les dialogues qu'elle était en train de. Tu vois. Et du coup, sur le moment, j'avais pas compris que ça allait être ça, mais une fois la révélation faite, je suis là. Ah, mais d'accord, mais c'est pour ça que tu connaissais les dialogues. Ok, très bien. Donc, il y a vraiment plein d'indices comme ça qui sont jetés en pâture. Après, j'avais l'impression que c'était un peu une suite thématique de Guns Akimbo. En mode, oui, maintenant les jeunes, ils veulent que tout le monde meure et que ce soit filmé, tu vois. Guns Akimbo, il y a une caméra qui tourne, hein. Elle est très désagréable, mais ça tente des trucs. C'est vrai que là, c'est assez lambda. C'est vrai que c'est sur une émission de télé, mais c'est filmé comme une émission de télé. C'est-à-dire que ça aurait été un film sur YouTube, un film amateur sur YouTube, j'aurais trouvé ça sympa. Seulement, c'est présenté comme un film de Cinoche. C'est-à-dire que, bon, j'attendais un peu plus d'ambition, et oui, il y a zéro surprise, hélas, dans ce film, quoi. Et c'est vrai que le pire, c'est vraiment le côté, comme je dis, moi, c'est sur l'éclatement des règles, où là, ça m'a énervé, je me suis dit, c'est débile pour étirer le film. À partir du moment où t'as ces gars masqués qui arrivent, et comme disait Lexine, c'est vrai que, on s'y attend beaucoup trop. De toute façon, on nous les a montrés au début, donc à partir du moment où ça commence à partir un peu en couille, tu te dis, de toute façon, tout ce qui se passe là n'aura absolument aucun impact et aucun intérêt parce qu'on sait qu'après, il va y avoir un troisième acte, tous ces mecs-là vont arriver. Donc, tant qu'ils sont pas là, de toute façon, allez-y, courez-vous après, il y a pas d'impact. Ah bah tiens, on apprend qu'en fait c'était un canular. Bah oui, évidemment. Et du coup, quand les autres arrivent, au lieu de faire ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire juste apporter du sensationnalisme en mode on fait des meurtres dégueulasses et sanglants, ils changent les règles, ils font en fait on va vous faire courir et vous allez choisir qu'est-ce que vous allez faire. Et là je vais te laisser partir et je vais voir si je vais t'attraper. Ah donc en fait ils sont plus en train de faire ça, ils changent totalement leur délire pour faire quoi? Pour étirer le film et donner aux personnages une possibilité de s'échapper, alors que si tu suivais leur logique, ils les auraient enfermés, ils les auraient torturés, ils auraient fait un torture porn quoi, ce qui était carrément dans leur logique. Bah ouais, et là ça laisse juste la porte ouverte à une suite quoi. C'est terrible. C'est ça. Mais c'est que le film passe son temps à s'ouvrir en mode bon, il reste une demi-heure, bah
dis qu'il arrive à s'enfuir. Ah, mais c'est pas logique, ils ont des armes et tout. Bah, dis que les méchants, ils disent, vas-y, fuis, je te laisse 10 minutes. Bah non. C'est ça qui m'a agacé. J'ai fait à partir du moment où ils sont arrivés, je fais, ah, mais c'est pas des méchants, c'est des débiles, en fait. Donc c'est comme sur, c'est comme The Hunt. Et puis il y a des trucs qui sont intéressants. Par exemple, les mecs qui font des snuff movies, on peut spoiler le film ou pas? On peut y aller, on s'en fout. Bon, de toute façon, voilà. on conseille pas. Il y a rien à spoiler en soi. Il y a rien à spoiler en soi. Bon, bref, à un moment, ils décident de se battre et d'affronter les mecs. Alors, les méchants, les mecs masqués ont des armes blanches. Donc, elle chope une arme blanche et elle en sèche un sur place. Donc, elle voit que c'est des ados. Les mecs d'ailleurs, cette scène, elle est drôle. Cette scène est assez drôle et moi je trouve que ça aurait été intéressant. Du coup, si c'est des ados en face et que la meuf elle répond et qu'elle se défend, ça aurait été intéressant de voir la réaction des mecs, ou quand ils sont autour d'elle, elle sait ils savent qu'ils vont mourir donc ils se défendent. On aurait pu avoir du corps à corps au lieu de se laisser faire parce que je sais pas pourquoi ils se laissent faire. C'est très bizarre. C'est vrai que les règles de cohérence sont assez bizarres, quoi. Bah, et elles servent juste vraiment à faire en sorte que le film tienne sa durée. Faites un moyen métrage, les gars, quoi. Et c'est vrai que c'est un film qui a du mal à tenir. Il fait 1h20 et on sent que ça s'essouffle. Dès qu'il y a un nouveau truc qui arrive, on sent que ça s'essouffle très vite et ça passe très vite à autre chose parce que ça a du mal à tenir. Mais c'est dommage, justement, parce que ils partaient, enfin, moi j'aime bien la fin, justement, au fait qu'ils se foutent un peu d'eux, qu'ils les fassent jouer au jeu du chat et à la souris, qu'ils les laissent, parce qu'ils savaient très bien qu'elle allait choisir la gamine. Et genre, ils les torturent un peu psychologiquement. Je trouvais ça sympa parce que ils sont vicieux, en fait. Ils sont tordus. Par contre, ce que j'avais bien aimé la fin, justement, où on voit qu'elle s'enfuit, mais elle s'enfuit pas vraiment. Je trouvais ça rigolo. Par contre, il y a un truc, moi, qui m'a tué à la fin du film, c'est les clés de voiture qui avaient disparu, que finalement, elle les avait pas, les clés de voiture. Qui les a, les clés de voiture? D'où elles sortent? Ça, moi, ça m'a tué à la fin. Mais en fait, ça aurait dû lui mettre la puce à l'oreille dès le départ, quoi. Clé de voiture. Non, mais il y a un double, je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a c'est pas qu'il avait, les clés de bagnole, voilà. Twist. Et en fait, ce film, c'est un crossover avec Bridgend, en fait. C'est les ados qui se sont pas suicidés, qui viennent masquer, se venger de la société, en Australie. Après, le petit point positif, c'est que j'ai trouvé quand même assez bon l'acteur qui jouait Rohan. Donc, je le trouvais bien flippant, et puis, au moment où il se fait où il se prend le truc dans la main, son visage change totalement. Il passe un peu en personnage un petit peu comique, qui finalement est vraiment la victime, et c'est ça, pour le coup, c'est le seul truc bien que j'ai aimé. Mais, en fait, t'aurais enlevé le principe d'avoir des snuffers qui peuvent débarquer, et tu te serais juste dit ils ont voulu faire le canular à ce mec-là, et au final, ce mec-là est un gros malade qui va les prendre à revers, commencer à décimer l'équipe, alors qu'il s'y attendait pas et qu'il pensait juste faire un canular. Ça aurait été génial comme sujet. 1h10, c'est ça, moi, que j'avais envie de voir. Ça aurait été dur à tenir sur 1h30, cependant. Ah, clairement. Ça, ouais. Clairement. Mais au moins. Tout ce qu'ils ont mis dans leur scénar, ils ont du mal à tenir, alors si c'était juste ça aurait été compliqué, hein. Ouais, mais bon, au moins, enfin, ça aurait pu, être cohérent, disons. Au moins. D'ailleurs, il y a une actrice qui joue dans The Visit de Shyamalan dans le film. Eh ben, on embrasse Shyamalan. La jeune blonde. Décidément, elle choisit pas très bien ses rôles. Il faut bien manger. C'était pas le pire. Bref. Shyamalan, c'est facile de dire ça. Le pauvre. Non, c'est sympa. Bon, après cette mise à mort en règle de ce pauvre petit film australien. Pardon, Yassa. On ne verra pas tous, hein, c'est sûr. Hein. Moi, j'aimerais le défendre, ce film, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Voilà. Mais en fait, c'est terrible parce que c'est pas un film qui m'a énervé, c'est juste un film que j'ai. C'est un film que j'aurais oublié la semaine prochaine, quoi. Voilà. Ça. Bon, voilà. Mais bon, c'est divertissant. Ce sont les pires. Après cette mise à mort en règle, c'est l'heure du verdict. C'est l'heure de la sentence. Ça y est, on a vu 3 films, et même plus, parce que certains ont été gourmands, je le sais. J'ai des noms, je sais que vous avez été un peu gourmands. On s'est baladé sur ce fameux site icinema.com. Verdict, après l'offre d'essai. Donc là, en ce moment, il y a une promo. J'ai l'impression que je fais la pub pour ces mecs, c'est incroyable. Il y a une promo avec un mois gratuit, plus les mois suivants à 1€, donc ça fait 6 balles pour 6 mois, un truc du style. Et même pas. Parce que si tu essaies de te désabonner, ils te proposent les 6 mois gratuits. Sérieux? Ouais. Ah ouais. Sérieux? Oui, sérieux. Ils te disent, vous allez pas nous quitter tout de suite, que pensez-vous de 6 mois gratuits? Donc t'as essayé de te désabonner déjà, c'est la réponse, voilà. Qui reste abonné, qui se désabonne? On va se désabonner. Thierry, t'as déjà commencé à répondre, t'as essayé de te désabonner. Ouais, je me suis désabonné, je me suis déjà abonné à la prochaine, et j'ai failli regarder déjà un des films de la semaine prochaine, rien que pour que tu me remettes une Formule 1.
Aïe aïe aïe, ouais, donc ça t'a pas plu, déception. C'est pas tant ça. C'est juste que non, en effet, moi il y a quand même des films qui me tentent dessus, hein, parce que de toute façon déjà dans les recos on verra, j'ai vu d'autres films, et dans la sélection qu'on a fait, il y a des choses qui me tentaient pas mal. Après j'y réfléchis, je me suis dit que certains me tentaient pas vraiment, donc pourquoi pas, enfin, pourquoi perdre mon temps. Et ce que disait Marwan, du coup, en me renseignant un peu sur la plateforme, je m'en suis rendu compte, c'est qu'en effet leur catalogue ne change quasiment pas. Ils ajoutent quasiment jamais de nouveaux films, ça tourne pas mal en rond en fait. Donc je me suis dit, une fois que je pourrais garder aussi pour voir tout cela, hein, mais bon, vu qu'ils me tentent pas non plus et que j'ai plein de trucs à voir et qu'ils vont pas proposer des nouveautés tout le temps de la trempe de ceux que j'ai envie de voir et de ceux que j'ai pu voir comme Taxi Driver par exemple, j'ai pas tant d'intérêt une fois que j'aurai vu les 2-3 qui me tentent immensément de rester abonné quoi. C'est facile à se désabonner comme d'autres plateformes ou c'est comme Mubi où il faut appuyer sur plein de boutons puis ça change de couleur à un moment et c'est entre les deux. Mubi il te propose, enfin Mubi tu dois cliquer 5-6 fois sur vous êtes sûr. Disney Plus au moins ils acceptent direct, mais ils t'incitent à revenir et ils t'envoient des mails, ils m'envoient toujours des mails. Vous êtes sûr que vous voulez pas revenir? On va rajouter ça. C'est chiant. Non, là, je dis, à part le fait qu'ils te proposent directement une nouvelle offre pour que tu restes avec eux, ça va. Par contre, ils changent les couleurs des boutons. Genre celui qui justement c'est non, je ne veux pas de ton offre, il est pas de la couleur de l'acceptation, enfin du refus, tu vois. D'accord. Du coup, tu peux te faire avoir. Okay. Je crois que celui où tu acceptes les 6 mois, il est rouge, tu vois, bien rouge. Ouais, c'est fourbe. Voilà. Lexine, tu restes abonné toi ou pas? Je vais rester un petit peu abonné parce que j'ai adoré le Taxi Driver, il y a plein de films qui ont l'air de cette trempe malgré tout, mais je pense pas rester abonné non plus 10 ans, déjà parce que l'application marche pas très bien, parce que j'ai galéré, parce que pour la faire marcher sur mon Fire Stick, il a fallu, ça a été très technique, ça marchait pas très bien. Des fois je télécharge les films mais il y a quand même du buffer, donc bon, la sélection me plaît, mais je vais pas être patiente longtemps avec cette appli. Julien? C'est un petit peu pareil, j'ai eu des petits problèmes de bugs, au moment où ça coupait. Bon, en fait, tu sors du plein écran pour faire un petit truc et tout en même temps, ça bug un peu. Bon, c'est pour te faire rester à fond dans les films, donc c'est peut-être bien aussi. On va dire ça. Voilà. Mais après, bon, j'ai vu le catalogue, il y a peut-être 2-3 films que je vais regarder, par exemple le Kitano, là, qui a l'air fun. Mais lequel? Sinon... Il y en a deux. Outrage, ça a l'air super fun. Ouais. Oui. Non, mais voilà. Non, ça ne l'est pas, non. Je vais regarder un peu, mais c'est vrai que si ça se renouvelle pas trop, je pense que, enfin, après à voir, s'ils décident de muscler leur catalogue ou non, si on fait sur la période d'essai de 6 mois. Pour voir, en 6 mois on peut se décider, mais bon, pour l'instant, voilà. Mais bon, c'est sympa, il y a quand même des trucs qu'on ne trouve nulle part ailleurs, donc on peut tomber sur des petites perles aussi. Il y a ça. J'étais partie sur pour rester en fait, parce que 6 € pour 6 mois, ça me paraissait mal. Hein. Et il y a des trucs qui m'intéressaient aussi, il y a quelques films qui m'ont tapé dans l'œil, donc je me dis que j'ai pu les regarder, et je me désabonner. Mais là, vu ce qu'il a dit Thierry, du coup, il y a des films qui m'ont tapé dans l'œil et du coup, je me suis dit que j'allais explorer ça, mais je pense pas rester 6 mois en entier. C'est vrai qu'on va vite faire le tour de la plateforme et après il y a des bugs et tout, mais ouais, pareil, je pense que je vais rester encore un petit peu. Même si là, j'ai gardé encore 1 mois pour Shadows, j'ai gardé encore 1 mois pour Disney+, là j'en ai marre. À la fin, j'ai plus avoir de sous, à force de faire des podcasts avec vous. Mais sinon, je pense, là, c'est encore moins cher, donc, Ah, et puis c'est pour ça que je veux qu'on fasse OCS, parce que je suis déjà abonné, donc j'aurais pas ce problème-là. mais voilà, mais sinon, c'était sympa. Ah, tu pourras couper dans ces cas-là. Ah, tu spoil la prochaine plateforme? Non, Marwan, non, tu spoil. Bon, on le laissera. Oui, alors c'est pas cher, c'est parce que c'est pas Disney+, c'est Disney fois. C'est Disney fois. et le prix aussi est fois. Disney moins. Ah non, Disney moins, ça c'est celle qu'on a déjà fait. Ouais. Disney modulo, quoi. Bon. C'est pas grand chose. Oui, non, si le prix de la plateforme est pas si cher, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est qu'il y a peut-être pas tant de contenu que ça. J'ai essayé de compter vite fait en long métrage. J'ai vu dans les classifications, il y avait 90 films à peu près. Ça doit être autour d'une centaine. C'est quand même pas dégueulasse, mais la raison. C'est pas dégueu, parce que ce sont des films exclusifs quand même. Quand tu les as vus, il faut qu'il y en ait d'autres. Oui. L'avantage, c'est ça. L'avantage qu'ils ont pour eux, c'est que ce sont des films que tu trouves pas ailleurs. Ouais. Que tu trouves pas ailleurs légalement. C'est très difficile. Le outrage, par exemple, compliqué. Le problème, c'est qu'ils ont que le 3e outrage, ils ont pas les 2 premiers. Et non, mais après, c'est très compliqué. Voilà. Alors moi, il y a quelques films qui sont sympas, mais ça m'a pas. J'ai vu à côté, mais c'est très drame. Et puis il y a aussi un truc qu'on dit pas, parce qu'il faut quand même oser dire les choses, c'est que des films qui trouvent pas de distributeur en salle, il y a des raisons.
Alors, un film comme Taxi Driver, c'est surtout une question de public. On se dit, des événements en Corée du Sud, qui sait que ça va intéresser chez les Occidentaux. Ça, je peux le comprendre. Mais d'autres, c'est juste que c'est pas très très bon. Hein. Bon, après, la couverture des films coréens en France a toujours été catastrophique et on compte sur le succès de Parasite pour changer ça. Je pense que un film comme Taxi Driver serait sorti après Parasite, on l'aurait eu. Ne serait-ce que pour voir la réception qu'il aurait. Voilà. Peu importe le contexte historique. Maintenant, logiquement, on devrait en avoir plus, et tant mieux, on va se prendre des claques dans la gueule. Oui, enfin, quand on voit A Wedding Nightmare, on se demande pourquoi Scare Campaign n'a pas été diffusé, parce qu'on est à peu près sur le même niveau de qualité, hein, quand même. Parce que c'est pas produit par des Américains. Alors, Wedding Nightmare, je te rejoins pas dans le sens où Wedding Nightmare, je sais pas, c'est un moment sympa. Mais par contre, t'inquiète pas qu'il y a d'autres trucs, hein. Il y a Escape Game, il y a, c'était quoi le truc, Countdown. Il y a Escape Game et Escape Room. Ah non, ça c'est sur OCS, ça, pardon. Ça c'est sur OCS, ouais, mais tu te rappelles de Countdown? Scare Campaign, je veux bien admettre que c'était plus regardable que Countdown. Mais je trouve qu'il y avait plus de scénarios, en fait. Bon, bref. Bon, malgré tout, et c'est vrai que moi aussi j'ai eu des bugs, voilà, on va pas, je rebondis sur les bugs avant d'en finir. C'est vrai que déjà ce matin c'était la galère, on enregistre, on est mercredi, le mercredi matin j'ai voulu voir des films, ça marchait pas, tout simplement. Et d'autres jours, quand je revenais sur l'écran, je sortais du plein écran, ça me disait vous êtes connecté sur 2 écrans à la fois, ça va pas. Ouais. Il y a beaucoup de, c'est vrai que c'est pas très très stable comme appli. En tout cas, ça nous a perdu. Je pense que c'est le genre de plateforme où on va revenir, on va s'abonner un mois et on va repartir comme les Disney, comme les Disney Plus ou les Netflix qui ont intégré ça dans leur économie. C'est pour ça que Netflix fait plus d'essais gratuits d'ailleurs. Les gens viennent, ils binge les saisons qu'ils veulent voir et puis après ils repartent. Et Disney+, s'ils font pas suer pour se désabonner, c'est parce qu'ils sont sûrs que les gens vont revenir pour finir le Mandalorian d'un coup, puis repartir, puis revenir pour la prochaine série, et voilà. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Malgré tout, il y a peut-être des trucs bien. C'est le moment des recos. La règle des recos, je vous la rappelle. Une reco sur la plateforme et ou une reco ailleurs. Qui veut commencer ? Je commence par les invités, comme ça vous ferez pas prendre vos recos par les membres de l'équipe. La touche. Lexine, est-ce que tu aurais une reco ? Alors, j'ai pas une reco sur la plateforme, parce que j'ai pas vu quelque chose qui m'a pour l'instant transcendé dessus, à part Taxi Driver, donc allez voir Taxi Driver, je vous le recommande chaudement. Mais j'ai une petite reco sur une autre plateforme, Netflix. Enfin, c'est disponible ailleurs, sur Viki aussi, sur beaucoup de plateformes, c'est coréen. C'est Reply 1988, Reply 1988. Oui. Un des acteurs principaux, c'est l'acteur qui joue l'étudiant dans A Taxi Driver, donc Ryo Jong-yeol, et j'adore parce qu'en fait, les Reply, c'est des séries qui sont comme des câlins, en fait. Ça raconte toujours des histoires d'amitié, et dans des contextes spécifiques. Le 97 se passe en 97, etc. Et celui-là se passe en 1988. Et rien qu'au moment du générique de début, on a ce petit côté où on nous immerge dans la Corée de cette année-là, avec tout ce qui s'y est passé, les manifestations étudiantes, beaucoup moins violentes que celles qu'on voit dans le film Taxi Driver, la façon dont les jeunes, ils allaient au lycée, ce qu'ils vivaient, la mode, tout ça, ça immerge vraiment dans la Corée. Et je trouve que pour découvrir un petit peu, puis c'est doux comme un câlin, je veux dire, c'est vraiment, bon, par contre les épisodes sont très longs, ils font plus d'1 heure pour certains. Il y a 16 épisodes et ouais, c'est tout doux, je trouve, donc j'aime beaucoup. Voilà, conseil, recommandation coréenne. De la douceur des câlins coréens. Merci Lexine. Il y a eu trop de fois le mot câlin dans cette phrase. Je veux des câlins. Câlin. C'est la distanciation sociale. Non. C'est le i-câlin. Les gestes barrières. Les i-gestes barrières. À toi, Jus. Alors du coup, moi j'ai une i-reco à faire. Non. Wow. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir d'autres films de la plateforme, donc. Par contre, je me suis fait un film qui est sorti. Alors, c'est pas le film de l'année, hein. Un film sorti qu'on attendait beaucoup au cinéma. Alors, il était appelé Un ami extraordinaire. Bloodshot. Non, pas ça. Forte. Non, quoique, c'est pas si moche que ça, Forte, hein, mais bon. Voilà. Taylor Rake. Non plus. Un ami extraordinaire qui a changé de titre pour l'extraordinaire Mr. Rogers avec Tom Hanks. Pourquoi ? C'est pas le film de l'année, mais c'est un feel-good un petit peu triste qui se laisse regarder pendant ces temps de confinement, qui parle de l'acceptation, du pardon, des relations familiales. Alors c'est très codé, très typique, classique américain, voilà, avec des beaux sentiments. Mais je trouve qu'en cette période-là, ça met un petit peu d'espoir. C'est un film très, très années 90, je trouve.
avec un Tom Hanks qui est toujours aussi bon, hein, voilà, on connaît Tom Hanks, quoi. C'est pas un film majeur, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. À voir en famille, si vous êtes confiné en famille, évidemment, ou avec, je sais pas, un petit plaid avec des pop-corn le soir, voilà, je trouve que c'est une histoire touchante. Un biopic sur. Oui. D'ailleurs, on peut faire une connexion avec la série Killing, vous connaissez, avec Jim Carrey. Oh oui. Voilà, parce que c'est le personnage de Killing, Mr. Pickles, est inspiré par Mr. Rogers, et il y a des moments, quand t'as vu la série avant, tu penses à ça, donc ça te fait sourire en plus. Donc, voilà. Mais c'est sympa, c'est un petit film sympathique, voilà. Il y a Tom Hanks, donc c'est bien. Oui, voilà. Puis Tom Hanks phagocyte le reste, mais le personnage principal joué par Matthew Rhys est pas mal aussi. Concernant Tom Hanks, je vais apporter une nuance. Hier soir, j'ai revu Turner et Hooch, qui était, ma foi, très sympathique. De toute façon, Tom Hanks, c'est un chien, c'est toujours mignon. Même si je suis d'accord avec ce que tu dis, Jules, pour dire que Tom Hanks est de toute façon toujours fabuleux, même dans les rôles pas forcément fous, il s'implique. Eh ben, le Tom Hanks jeune, complètement excentrique, justement, de The Burbs, de cette époque-là, avec ses cheveux en bataille et son côté petit gamin sous coque, ça me manque un petit peu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a des rôles très propres maintenant, hein. Ouais. Ouais. Merci pour ta reco, Thierry. Non, ma reco, c'est pas Turner et Hooch. Ah. Je suis diabolique. Ah non, Roger Spottiswoode Forever, à la rencontre dans c'est quoi, c'est à l'aube du 8e jour, tout ça. Non. Il y a ça, ta reco? Alors ma reco, pour la plateforme, je suis allée voir un petit peu les courts-métrages qu'il y avait sur la plateforme. J'en ai vu 3, il y en a un qui m'a plus ou moins plu. Qui était plus ou moins bien. Oui, non, c'est il m'a plu quand même. C'est personne ne s'aimera jamais comme on s'aime, et c'est juste deux enfants qui apparemment sont amoureux l'un de l'autre, et la fille va déménager parce que les parents divorcent, et du coup elle va partir avec sa mère. Elle essaie de convaincre sa mère de rester, mais finalement ça marche pas. Et puis le garçon lui a écrit une lettre qu'elle lit, et la lettre est vachement touchante. C'est vraiment quelque chose de très très beau, et je pense qu'il m'a plu parce que après avoir déprimé avec tout ce que j'ai vu, je pense que c'est pour ça qu'il m'a plu autant. D'ailleurs, alors tu vas me dire si ça c'était le cas, mais de ce que j'ai cru comprendre, eCinema a également des, à l'instar de Shadows d'ailleurs, des originaux qu'ils produisent, et je crois que ce sont les courts-métrages. Ouais, et je suis pas sûr. Hein. Toutes les semaines, il y a des courts-métrages, enfin c'est la promesse en tout cas. Et ouais, et puis ils avaient aussi une émission vendredi 14h, un truc comme ça, mais qui visiblement a arrêté. D'ailleurs, j'ai voulu la regarder parce qu'ils ont un blog à côté, et j'ai cliqué sur le premier, c'était bloqué parce que je sais plus quelle maison a bloqué le truc. Je clique sur le deuxième, cette fois-ci c'était TF1 qui a bloqué des images. Bon voilà, donc ils ont des émissions sur YouTube mais qui sont bloquées. Par contre la pub marche bien, je me suis tapé 3 encarts pub pour rien. Donc voilà, je suis très content. Voilà. Est-ce que t'as eu envie d'acheter des choses? Ah oui, du parfum. Ouais. Ah. Sinon ouais, j'ai une deuxième reco, et ça va rejoindre un petit peu Lexine. C'est un drama coréen de 2007 pour le coup, qui s'appelle Coffee Prince. Oh oui. Et en fait c'est c'est mon drama feel good. Je le décris toujours comme étant le drama qui sent bon l'été. C'est ma Madeleine de Proust, je le revois chaque année. C'est une histoire très légère, très douce, et à chaque fois que je le vois, je me sens bien. Donc après avoir vu ça, je pense que j'avais besoin de ma dose de soleil et de bien-être. Donc je suis allée voir Coffee Prince. Voilà. Je crois que Lexine approuve. Ah bah oui, mais j'adore. En plus c'est avec Gong Yoo, l'acteur de Train to Busan. C'est avec Gong Yoo, absolument, ouais, tout à fait. Qui n'a pas pris une ride quand même depuis. Oui. C'est hallucinant. Marwan, qui n'a pas pris une ride non plus. Ah, je prends du temps pour vieillir. Mais là, pour le coup, je considérais 2 choses également, mais c'est pas sur eCinema parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'a vraiment transcendé. C'est alors la première chose, c'est les nouveaux arrivants sur Netflix. C'est Tyler Rake. Les nouveaux Truffaut. J'aime beaucoup Truffaut. Et comment? Non, rien. La Casa des Papel saison 4. La Casa des Papel saison 5. Je comprends le... et en gros, je conseille fortement de les voir parce que c'est fascinant. Et particulier... Ah, mais bordel, c'est pour ça que t'étais pas là la semaine dernière, c'est parce que tu t'es bingé Séduction haute tension. Ouais, c'est ça. C'est Baiser volé c'est un petit film de Truffaut qui est génial. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas parce que il y aura plein de films avec
grâce à un contrat avec MK2. Donc plein de films de Chaplin dès début mai. Et donc voilà. La plateforme icinema.com qu'on a vu a des films MK2, estampillés MK2 d'ailleurs sur sa plateforme. Donc oui. Et ça lui fait un point commun avec Netflix quand même. Bon là c'est pas des films de la nouvelle vague, ce sont des films récents. Mais bon voilà, quand même. C'est déjà ça. Thierry, à toi. Deux recos. Alors, il y en a un qui va être assez évident. Moi, j'ai regardé 2 films sur la plateforme. J'ai regardé Disappearance, qui était un film qu'on avait mis dans les propositions, qui est un film irano-qatari sur la situation des jeunes, et surtout des jeunes filles là-bas, en gros qui se passe après une première nuit, une première fois entre une fille et son copain, et elle cherche un hôpital qui va accepter de la prendre et de l'opérer, parce qu'elle doit subir une petite opération, mais sans prendre ses papiers et contacter sa famille, sachant qu'en gros pour ce genre de truc, alors qu'elle a 19 ans, c'est le père qui doit l'accompagner et être d'accord pour ça, et elle veut absolument pas que ses parents sachent qu'elle vient de perdre sa virginité. C'est assez poignant, c'est très prenant, mais c'est pas Marocco. Mais en tout cas voilà, pour dire qu'il y avait eu des films sur la plateforme. Qui nous a eu. Non, Marocco, non. Hera est pas là, c'est pas une raison pour faire le film le plus larmoyant, s'il te plaît. C'est forcément un film coréen, tu vois, la Marocco, parce que je vous ai déjà dit que le cinéma coréen c'est le meilleur cinéma du monde. Et ben là, tu vois, il y a un deuxième film coréen, et toi tu sais duquel je parle, parce que au moment où je l'ai vu, je t'ai tanné, hein. J'ai fait celui-là, je veux qu'il passe, je veux qu'on le voit, on l'impose. Du coup, je l'ai maté tout seul. C'est La Mémoire assassine, qui avait eu le prix du jury à Bonn en 2018, et c'est monstrueux. Donc en gros, l'histoire, c'est un tueur à gages en fait il y avait marqué tueur à gages dans le résumé, mais non, c'est un meurtrier, un assassin tout simplement, qui selon lui est quand même noble parce que il tue des gens pour lui. Il fait pas des contrats. Il tue des gens qui le dérangent et qu'il considère comme mauvais pour la société. Mais en gros, il choisit des gens, mais pour calmer ses pulsions, quoi. Et en gros, ça se passe 17 ans après un accident de voiture dans lequel il a perdu la mémoire. Et il va avoir un autre accident de voiture, un accident beaucoup plus mineur avec un autre gars qui va ouvrir le coffre de la voiture de l'autre personne en question, où il va voir qu'il y a du sang. Il va prendre un échantillon du sang, il va partir, il va l'analyser, il se rend compte que c'est du sang humain, et en gros, il va partir dans une espèce de délire où il est persuadé d'avoir rencontré un autre tueur qui aurait potentiellement des vues sur sa fille, parce qu'il veut le faire taire justement, et qui va essayer de déjouer tout ça alors qu'il a des problèmes de mémoire. Donc le gars a toujours un enregistreur sur lui, dans lequel il fait des petits enregistrements de ce qui se passe, sauf qu'il oublie généralement de l'écouter. Après il part dans une névrose où les gens lui disent que c'est pas ce qui est arrivé, donc en fait on part constamment dans sa mémoire, dans des faux flashbacks, dans des fausses pistes, puisque le mec ne sait pas où il va, il oublie la moitié du temps, il réécoute, il se rend compte qu'il est dans le mauvais endroit, c'est assez fou, la narration est assez dingue, c'est prenant tout du long, ça dure 2 heures et putain, voyez ce film, quoi. Il a gagné des prix, c'est pas pour rien. Ah, les films de tueurs avec Alzheimer. Ouais, ça puis me fait penser à Vengeance de Johnny To avec Johnny Hallyday. Ouais, c'est mieux, hein. Bah, bien. Après cette blague hongkongaise, Thierry, notre truc, hein. Non, ouais, alors, hors de la plateforme, peut-être? Donc, n'oubliez pas La Mémoire assassine, je l'aurais dit parce que c'est important. Mais sinon, hors de la plateforme, ouais, j'ai un film italien de 70, s'appelle Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. En français, c'est ça fond dans mes oreilles. À tes souhaits. Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. D'Elio Petri. Pareil, je sais. Julie, hein. Bon, qui chante Lève-toi, là, parce que t'as commencé, tu finis. Non, je suis assis, je peux pas. Oh! Enfin, si, je pourrais, du coup. Je suis hilar. C'est Lève-toi, là, ça devient compliqué. Il faut détacher le E, ça fait Yves, lève-toi. C'est ça. Yves. Danse avec la vie. Yves avec le frigo et tout. Comme bon, Thierry, à toi. Non, attends, je vais chanter Julie Petri maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas du tout commencé cette émission 1 heure en retard, donc c'est vrai, continuons. Allez. De toute façon, elle a pas fait d'autres titres. Une fois qu'on a fini celui-là, on est perdu, hein. Bon, bref. Donc, en gros, enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, d'Elio Petri, voilà, qui raconte l'histoire d'un chef de section criminelle, en fait, qui est promu, qui, du coup, le mec, il pète un câble, il décide d'assassiner sa maîtresse, et en fait, il veut voir à quel point est-ce que justement il est au-dessus de tout soupçon. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout faire pour faire orienter l'enquête sur lui, quitte à aller rajouter des empreintes, à aller rajouter des preuves en fait pour se faire accuser, mais aussi il va utiliser sa situation de flic pour justement confondre les enquêteurs et défaire ce statut d'assassin. Donc il va laisser plein de trucs, on fait mais attendez, on a vu vos empreintes, on a vu votre truc, et il fait bah attendez, moi je suis ton chef, moi j'étais là-bas pour ça, et en fait le mec passe son temps à mentir. Quand il voit finalement qu'on commence à l'innocenter, à partir vers une autre piste, il en rajoute pour qu'on revienne vers lui, et le mec passe son temps à faire le sablier avec ça, et c'est super drôle, et à la fois c'est génial, quoi, voilà. Donc si vous avez l'occasion, c'est très bien.
Et c'est italien, et le cinéma italien, c'est fun. C'est le meilleur cinéma du monde, comme tu dirais, Thierry. Non, le coréen. L'italien, c'est le deuxième, parce qu'en fait, il s'inspire du cinéma coréen. Je voulais vérifier si tu faisais ça avec toutes les nationalités. Non, ça c'est un truc avec Ellie, justement, vu qu'il est pas là, je lui redis, comme ça il peut pas me contredire. Le cinéma coréen, Ellie. N'oublie pas. Allez, moi, c'est ma reco à moi. Alors moi, c'était très compliqué cette semaine, parce que C'est du cinéma coréen? J'ai fait beaucoup de mauvaises pioches cette semaine. C'est parce que j'ai peut-être pas vu plus de films coréens, ça doit être ça. Tu parlais d'un film de Kitano, je sais plus si tu disais hors antenne ou en ligne, je sais plus. C'est vrai qu'il y a 2 films de Kitano, il y a Outrage Coda et il y a Ryuzo 7, Ryuzo 7, ou Ryuzo et ses 7 Hitchman, enfin bon bref. Ouais, ça a l'air fun ça. Bah c'est une comédie, voilà, c'est ça, c'est une comédie Yakuza, donc c'est sympa, mais c'est sans plus. Voilà, ça m'a pas soulevé plus que ça, même si ça fait plaisir de voir Kitano revenir, faire du film de Yakuza, mais s'en moquer un peu, puis comme c'est une histoire de vieux Yakuza face à des jeunes, puis Kitano qui est en flic et tout, qui supervise tout ça, et il y a un côté méta un peu. On en parlerait plus longtemps si ça ferait l'objet d'une autre émission sur le cinéma japonais ou les films de Yakuza et Kitano, si vous voulez. C'est pas le film qui m'a le plus branché. Moi, j'ai préféré Christine, qu'on avait dans la section drame. Ah, ça avait l'air chouette, ça. C'est tiré d'un fait divers aux États-Unis, d'une histoire vraie, sur une journaliste locale qui s'est suicidée en direct à la télé. Oh. Donc je vous cache pas, c'est un drame. C'est avec Rebecca Hall, donc qui jouait dans Vicky Cristina Barcelona, voilà. Connu surtout pour ça. Il y a aussi Michael Seal, Dexter. C'est très intéressant. On a cette journaliste qui est prise entre son envie de faire du bon boulot, du bon journalisme de qualité, et son patron qui lui dit oui, non, mais il faut faire du chiffre, il faut mettre du sang, du sensationnel, faut le crash de bagnole, il faut les flammes, il faut le truc, alors que elle s'intéresse à des sujets plus intello, donc plus compliqués. Donc c'est vrai qu'il y a ce conflit entre ce qu'elle voudrait faire et ce qu'on lui demande de faire, et elle s'en sort pas, elle perd un peu pied, et puis sa situation se passe pas comme elle voudrait faire. Bon. C'est peut-être un des films qui m'a le plus accroché, qui m'a le plus frappé, d'autant que plus ça va, plus ça me prenait en fait. Au début j'étais un peu flottant, puis ça m'a emporté petit à petit jusqu'au final qu'on connaît. Ça serait ma reco sur la plateforme. Voilà, après j'ai pas vu 36 000 films non plus sur cette plateforme icinema.com. Et en dehors de la plateforme, alors j'ai joué de malchance parce que j'ai tenté des trucs, j'y avais même une série événements sur Arte avec plein de jolis noms, tout ça, et c'était tout pourri. Donc je vais pas la recommander, voilà. Ah, tu m'en as parlé, moi je sais. Voilà, c'était tout pourri. Donc si vous voulez, c'est autant grandiloquent que la Casa des Papel, mais sans le fun. Du coup, le Grand Guignol, ça tombe à plat. Voilà. Je ne dirais pas ce que tu me disais, c'est avec le budget quand même. Et ça, c'est triste. Ah un seul indice, il y a Eric Cantona avec une grosse moustache, voilà, et le crâne rasé. Eric Cantona est très bon, hein. C'est pour ça, pour moi, c'est un bon argument. Ah oui. Ouais, mais quand il est pas dirigé, il est moins bon. Quand il est pas dirigé, c'est autre chose. Non. Du coup, je vais taper dans les classiques. Voilà, j'utilise mon Joker classique. Et j'en profite pour enterrer la hache de guerre avec mon ami Ellie, qui n'est pas là, parce que bon, il a été un peu traumatisé par un film qu'on a vu la semaine dernière, je le comprends. Mais non, c'est un film qui est très important. Alors, c'est par rapport à l'émission de la semaine dernière. Alors, il y a le fameux Kill 68 ou 68 Kill, enfin bon, bref. Le nanar de la semaine dernière, avec... Et justement, j'ai remonté l'émission, donc j'ai entendu ce qu'il m'a dit et que je n'avais pas entendu lors de l'enregistrement parce que la connexion était pas bonne. Et il parlait d'une poursuite montée de manière assez effroyable. Et c'est vrai que elle était pas très bien montée. Parce que quand t'as pas le budget pour te payer des conducteurs ou pour te payer des bagnoles que tu peux abîmer, les poursuites en bagnole, c'est assez ennuyeux. Faut dire ce qui est. Donc je vais faire un lien avec une reco avec une bonne poursuite, la plus belle poursuite du cinéma de tous les temps, et avec un... Fast and Furious. Non, pardon. Non. Et en plus avec un des acteurs qui était présent. Oh, on peut finir un peu, oui. Avec un des acteurs qui était dans Images d'Altman, le fameux Marcel Bozzoufi, qui était présent dans ce film-là, qui était poursuivi, qui est même sur l'affiche du film. Et oui, je parle de French Connection de William Friedkin, avec Gene Hackman et Roy Schneider. Et d'ailleurs, donc, Gene Hackman qui poursuit notre ami français à travers les rues. Ah, bordel, t'es en train de parler de la poursuite en métro, là? Ah, une des plus grandes poursuites de tous les temps. Oh là 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 là. Tu sais, t'as entendu les ah de Marwan? On a joui tous ensemble, là. Mais je te jure, c'est mon film préféré. Et qui finit sur notre ami Marcel qui se fait tirer dans le dos à la fin. Bon, mais ça, c'est en gros sur l'affiche, donc c'est vraiment pas un spoil. Voilà. Donc, avoir absolument une des plus grandes, si ce n'est la plus merveilleuse poursuite du cinéma.
qui a été faite sans autorisation à 4h du matin dès qu'il commençait à faire jour parce qu'ils pouvaient pas tourner. Tu vois, genre, en plus dans le stress de se faire choper, ils y sont allés au culot. C'est ça qui est magnifique. Ah mais c'est communicatif, hein. Le stress il est là. C'est dingue. Je te jure, c'est dingue. William Friedkin sera toujours dans le panthéon de nos dieux à nous, quoi. Voilà. Et en plus c'est sûr, raccord vraiment. parce que Ellie n'est pas là parce qu'il bosse avec les États-Unis actuellement depuis la France, donc c'est une French Connection, donc c'est une triple reco. Voilà, combo. Combo. Now You recording. win. You win. On arrive à la fin de l'émission, enfin, là, on n'en peut plus de cet enregistrement à rallonge. Je couperai Julie Pietri, on va gagner facilement une demi-heure. C'est le moment de le rechanter. Je remercie nos chers invités. Chers invités, c'est le moment de l'auto-promo. Où peut-on vous retrouver en dehors de la magnifique émission Certains l'aiment au chaud? Lexine. On peut me retrouver chez Podcut avec un petit podcast sur la Corée du Sud qui s'appelle Gonbe, qui veut dire santé, pas les pieds. Voilà, et on va parler de pas mal de films bientôt, notamment Parasite, Rampante, qui a probablement inspiré Kingdom, enfin bref, on parle de Corée du Sud et en ce moment beaucoup de ce qu'on peut voir du canapé. Alléchant. Et merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Jus de Melon, où peut-on te retrouver? On peut me retrouver sur YouTube où je parle de cinéma en mode impro face caméra. Voilà, je prends un film, je le regarde et après j'en parle sans forcément avoir de logique. En ce moment, je suis sur ma rétrospective de Palma, là. Voilà, que je crois que Thierry... Confirme. On a eu la même idée en même temps. Et puis des Non, fois, avant. Mais c'est vrai. Mais bon, on s'est pas concerté. C'est vrai. Et puis, en ce moment, avec le confinement, ça permet aussi de faire des petits podcasts où là, pour le coup, je vous copie un peu. Parfois, sur des films rattrapés de 2020, on fait un petit podcast avec des invités. Voilà. Ça permet quand même de briser la monotonie de ce confinement parce que faire des vidéos tout seul, c'est pas non plus tout le temps le fun, quoi. Voilà. Mais c'est sympa aussi, ça dépend, ça varie les plaisirs. Faut pas oublier que tu es aussi, même si là on s'était un peu calmé, tu es aussi très présent sur Twitter où tu fais généralement des clashs avec l'équipe de Certains l'aiment chaud. Et c'est vrai qu'on s'est pas insulté dernièrement, faudra qu'on y pense. C'est vrai parce qu'on commence à être trop d'accord aussi sur certains films, c'est ça le problème. Ouais, bon, on va trouver une solution. Mais bon, voilà. Il faudrait qu'on parle d'une plaisir. comédie française ou d'un truc, je pense. Ah, bah, j'ai pas détesté Forte récemment. Vous risquez de le détester si vous le regardez. Donc... Je crois même que t'as quand même dit que Papy Sitter, ça passait plutôt bien. Ouais, mais c'est parce que c'était en mode confinement. Voilà, tu regardes ça. C'est sûr que non, si mais j'étais allé mais voir quand au tu le cinéma, compactes bien, il rentre dans la benne à ordures, hein. Y a pas de souci, ça passe. Voilà, on est peut-être moins sévère avec certains films pendant cette période aussi, je ne sais pas. Merci Jus, à toi aussi. Merci de m'avoir invité, en tout cas, c'était super cool. C'était un plaisir. Merci également à l'équipe, merci Yassa. Merci à tous. Merci Marwan. Merci les loulous. Merci Thierry. Prego. On embrasse aussi Herculéa qui devait venir, qui a eu un contretemps. Voilà, on t'embrasse très fort. Et on t'invite pour une prochaine émission. Si elle arrive à la fin, c'est génial. Peut-être qu'elle va arriver à la fin. Coucou, je suis là, je peux parler des films. Et ouais, mais ce n'est que partie remise. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'était Certains l'aiment au chaud. Retrouvez-nous sur votre application de podcast préférée, ainsi que les épisodes précédents et les suivants. Abonnez-vous pour n'en manquer aucun et les écouter dès leur sortie. Vous pouvez également nous laisser des messages et nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @claacpodcast, CLAAC podcast. À la semaine prochaine pour une nouvelle plateforme, plus grand public que Marwan a spoilé, donc c'est OCS, voilà. À la semaine prochaine. Bisous, bisous, bisous. 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 Sa vie ressemble à une télé-réalité, mais sans les bikinis ni les dramas. Donc en fait, c'est la vraie vie. Salut Yassa. Youhou. Pour fuir les comédies... On peut plus, c'est trop. Ouais, c'est dur, hein. Pardon, vas-y. On peut reprendre, tout va bien. Respire. C'est bon, on va le garder pour le bêtisier. J'aurai encore une liste de rire de Yassa. C'est bon. Non. Pardon, excusez-moi. On y va, allez, go. Pour fuir les comédies françaises, il a aménagé dans le... Bon, là, il y a une bande-annonce avec une musique de fond.
Voilà, ce qui fait que vous n'entendez même pas ce que je dis. Il y a une bande-annonce avec une musique de fond, voilà. Donc il faudrait que je parle beaucoup plus fort que la musique pour que vous m'entendiez. We are gonna die. Ah bah voilà, on a entendu. No, c'est chouette. Let's kill ourselves together. Julien te refait le film en direct. Oh, our parents don't understand us. Je sais pas ce que vous avez entendu, ça doit être très bizarre. Bon, bah ça va, Julien, il est arrivé à synchroniser la voix, enfin avec les dialogues du film sur la bande-annonce, c'était parfait. Oh yes, I'm on all the nooks and crannies. I'm gonna tear you to pieces. Yeah. Of the hiding spots. Ah, le cartwall qui bug, on s'en fout. Bon bref, il y a une bande-annonce avec des gens qui sont coupés en morceaux. Oh, we're all gonna die! I die into the dark web. Oh, wow. No, I don't like this, Marcus. I want a lot of viewers. Ah, le cri saccadé. Oh, I lost my finger. On va finir en bêtise et tout ça. Je vais tellement le garder. J'espère que Greg a bien tout enregistré. I am recording. Oh yeah. C'est peut-être lui qui va nous tuer à la fin du record. Le soulèvement des en fait, machines. chaque fois qu'il plante, c'est qu'il s'est suicidé, Craig. Et il plante souvent. C'est Bridgend. Ève, lève-toi. Et danse avec la vie.